très heureux de pouvoir animer cette table ronde sur un des secteurs les plus importants de l'imaginaire industriel français. C'est ce que rappelait le président Macron mardi pendant la présentation de son plan France 2030. Alors, pour poser la question de ce qui finalement est la quatrième tentative d'un virage énergétique de l'automobile, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi Michel de Virville, directeur honoraire du Collège des Bernardins. Vous avez intégré le groupe Renault au début des années 90, vous en êtes devenu secrétaire général jusqu'en 2008. 15 ans. Marie Chéron, 15 ans, aussi à la Fondation Nicolas Hulot, responsable mobilité et auteur avec nos amis de la CFDT Métallurgie du rapport automobile qui est disponible à l'entrée, que certains d'entre vous ont déjà lu. Benoît Ostertag, secrétaire national depuis mai. Secrétaire fédéral. Fédéral, ok, national. Secrétaire fédéral de la CFDT Métallurgie depuis mai et 30 ans de carrière chez Renault. Et Sophie Glémé, 30 ans de carrière chez Toyota et aujourd'hui responsable du bureau parisien de Toyota Motor Europe. Merci à tous les quatre d'être ici. Un peu comme sur la table ronde textile, on va prendre le temps d'une introduction avec Michel de Virville. En tant que secrétaire général de Renault, on en a parlé, vous aviez notamment la responsabilité de participer aux négociations européennes et notamment de ces négociations sur les standards CO2 imposés aux constructeurs automobiles français. La première directive sur ces standards a été négociée à partir de 2006-2007, si je ne dis pas de bêtises. Et au fond, cette introduction, c'est l'occasion de revenir sur ce qui a été une étape importante dans l'évolution de l'industrie automobile européenne et, sans tout dévoiler, une étape importante, mais qui n'a peut-être pas été le virage espéré. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. L'intervention que je vais faire, il faut en préciser à la fois le contenu et la portée. J'ai effectivement, dans les années 2000, été très directement en charge de la négociation pour Renault des standards d'émission au niveau européen. C'est une négociation, vous voyez, qui implique à la fois l'ensemble des constructeurs. Donc chaque constructeur présenté en général par un binôme. Il y a, disons, un négociateur un peu politique, ce que j'étais, et puis un négociateur technique qui vient des ingénieries. Et puis en face, il y a les pouvoirs publics de chacun des pays et la Commission européenne. Donc vous voyez que c'est une négociation avec une géométrie qui est assez compliquée. Je vais vous parler de cette expérience parce que je pense qu'elle peut éclairer la façon dont se construisent les politiques publiques et dont ils influent sur le comportement des constructeurs. Et de ce point de vue-là, je pense que cette expérience, bien qu'ancienne, n'est pas sans portée pour aujourd'hui et pour l'avenir. À l'évidence, aujourd'hui, je ne m'exprime pas au nom de Renault, que j'ai quitté il y a déjà quelque temps, et je ne vais pas me prononcer sur les solutions d'aujourd'hui pour lesquelles je n'ai plus la compétence. Je voudrais vous relater un peu mes impressions avec le recul du temps sur ce qui s'est passé lors de cette négociation. Les pouvoirs publics, quand ils négocient avec les constructeurs automobiles, ils négocient avec des entreprises puissantes. Qu'est-ce qui fait que les constructeurs automobiles sont puissants? C'est notamment, d'abord parce qu'ils sont gros, mais c'est notamment parce qu'ils occupent beaucoup de personnes. Donc, un constructeur automobile, c'est beaucoup d'emplois, non seulement chez le constructeur, mais chez les sous-traitants. Donc, des entreprises puissantes avec beaucoup d'emplois, c'est difficile pour les pouvoirs publics, et les pouvoirs publics veulent afficher leur détermination. Afficher sa détermination, j'évoque ce qui s'est produit à ce moment-là, mais je ne doute pas qu'il se produise des choses un peu similaires aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va vouloir avoir des résultats concrets assez vite. Et donc, ce que la négociation s'est fixée, c'est modifier les caractéristiques des véhicules neufs dans un délai de quelques années. Vous voyez bien que modifier les caractéristiques de véhicules neufs dans un délai de quelques années, pour les constructeurs, c'est un énorme problème. Il faut changer les caractéristiques techniques des voitures, les véhicules, les usines, etc., etc.
c'est tout à fait compréhensible de la part des pouvoirs publics. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire qu'on pouvait faire véritablement autrement. Encore que je vais suggérer une piste tout à l'heure. Mais évidemment, ça provoque chez les constructeurs 2 réactions immédiates. Comme c'est des résultats de relativement court terme, quelques années pour l'automobile, c'est court terme. Comme c'est des résultats de relativement court terme, ça déconnecte cette négociation de la réflexion sur le véhicule du futur. Ce n'est pas les mêmes personnes qui s'en occupent, ce n'est pas les mêmes services, et ça ne se discute pas en même temps. Donc il y a une sorte de divorce entre le court terme et le moyen long terme. La deuxième chose que ça produit, dans les rapports entre les constructeurs, c'est que ça fait monter en première ligne les questions de concurrence. Dans une négociation comme celle-là, tous les constructeurs se regardent mutuellement et se disent qu'est-ce qu'il sait faire mieux que moi et qu'est-ce qu'il va essayer de promouvoir comme solution qui va l'avantager par rapport à moi. Donc vous voyez les 2 réflexes que ça produit très fort, c'est déconnecter le court terme du moyen long terme et la concurrence. Je suis obligé de vous dire, alors même que j'ai été un acteur important de cette négociation, en particulier, il y avait beaucoup de tensions entre les constructeurs allemands et les constructeurs français, et j'ai joué un rôle assez important dans un rapprochement des positions des constructeurs. Mais je ne suis pas très fier du résultat. Le résultat, ça a été essentiellement un résultat orienté diesel, parce que dans les délais qui étaient fixés, le levier qui apparaissait disponible, c'est améliorer les caractéristiques du diesel et augmenter la part du diesel dans les ventes. À l'époque, il faut se rappeler la question des particules, qui est aujourd'hui présente dans l'esprit de tout le monde, était encore à l'époque quelque chose qui était vraiment beaucoup moins valorisé que le CO2. Et donc la solution diesel a pu passer parce que le particule n'était pas un blocage. Quant aux véhicules électriques, à l'époque, pour un certain nombre des constructeurs présents, c'était une solution qui était hors champ. Pour ceux qui étaient le plus orientés électriques, ils raisonnaient de façon concurrentielle en se disant, à la fin de la période visée, avec l'électrique, on arrivera à faire les objectifs qui sont fixés en utilisant une part du véhicule électrique. Mais vous voyez, c'était tout à fait... c'était vraiment du 2e ordre. C'est un résultat qui est très négatif, puisque, en particulier, cette négociation, aujourd'hui, elle a pour conséquence qu'il y a beaucoup dans le parc roulant de véhicules diesel. Ce qui est quelque chose qu'on regrette aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était considéré comme un objectif intéressant du point de vue du CO2. C'est ça qui m'amène dans cette maison. Vous savez qu'on a beaucoup travaillé sur la raison d'être des entreprises. Alors, sans vouloir être trop compliqué, la raison d'être des entreprises, c'est quoi? C'est d'essayer de construire la stratégie des entreprises à partir d'un objectif de moyen-long terme de ce qu'on produit pour le client. Donc là, en l'occurrence, pour les constructeurs automobiles, la raison d'être, c'est projeter dans le futur la mobilité, les moyens de mobilité pour la population. Je pense que si les pouvoirs publics et les constructeurs avaient pris comme cadre de la négociation cette idée de réfléchir à la mobilité du futur, peut-être, je dis bien peut-être, aurait-on évité cette déconnexion entre le court terme et le moyen long terme. En tout cas, pour l'avenir, et pour le présent et pour l'avenir, je pense que c'est très important d'avoir cette préoccupation en tête. Il ne faut, quel que soit, et c'est logique, quelle que soit la volonté des pouvoirs publics d'aboutir à des résultats visibles, rapides, il faut les inscrire dans une perspective de long terme. Est-ce que ça aurait, à l'époque, conduit à ce qu'on porte plus d'attention à l'électrique? Dès ce moment-là, je n'en sais rien. J'ajoute 2-3 remarques. La première, c'est que, vous voyez, j'ai évoqué le parc roulant. L'automobile, on a de l'action uniquement sur la marge. La grosse masse des véhicules, c'est ceux qui roulent aujourd'hui.
Donc il faut véritablement, dans toutes les réflexions sur l'impact de l'automobile sur l'environnement, il faut vraiment raisonner sur le parc, en même temps qu'on raisonne sur les véhicules neufs. Il faut avoir donc de savoir comment on peut faire évoluer le parc, en particulier par rapport aux conducteurs qui ont les moyens les plus réduits, qui ont besoin de leur voiture et qui ne peuvent pas en changer facilement. Mais toutes ces choses-là doivent être intégrées. Il ne faut pas raisonner uniquement sur les véhicules neufs. Troisième élément, ce qui s'est produit sur les particules, c'est quand même assez intéressant. On a un peu ignoré dans cette négociation la question des particules. En fait, ces questions d'impact des véhicules sur l'environnement, c'est toujours des questions qui sont multifactorielles. Il y a beaucoup de caractéristiques. Par exemple, aujourd'hui, on parle du véhicule électrique. Je vais commettre une petite infraction par rapport à la règle que j'ai formulée tout à l'heure. Moi, j'avoue que je m'interroge, est-ce qu'on a véritablement bien cerné la question des matériaux nécessaires pour la construction des batteries, pour la construction de véhicules légers, etc., etc. Il faut construire des solutions qui soient des solutions robustes de ce point de vue. Et donc, il faut vraiment bien faire le tour des contraintes et des facteurs. C'est une situation complexe. Voilà. Et pour conclure, je dirais, toute cette négociation dont je vous ai parlé, c'est une négociation européenne. Bien entendu, aujourd'hui, le jeu n'est pas européen, hein. Le jeu est mondial. D'abord parce que les entreprises sont mondiales, parce que les circuits d'alimentation des usines sont mondiaux, parce que on est présent sur des marchés différents. Donc, il y a malheureusement une question très complexe qui est comment jouer avec la globalisation, comment inscrire une négociation européenne dans une négociation globale. Voilà, j'espère avoir répondu à votre demande de faire un peu d'appétit à la discussion qui va suivre. Je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir apporté déjà beaucoup de complexité dans la discussion. Et du coup, moi, je vais me permettre de repartir avec des questions beaucoup plus simplistes et libre à chacun de les critiquer. Hein. Parce que, donc on a vu cet épisode-là, ce temps de négociation, l'inadéquation entre court terme et long terme. Je vais rester sur l'angle un peu du bilan, du regard en arrière, en faisant un peu ce bilan et en introduisant tout de suite la question de l'emploi. Et au fond, je m'inscris un peu dans la suite du discours de mardi sur la France 2030, l'ambition de relocaliser, recréer de l'emploi. Si on regarde en arrière, sur les 15 dernières années, il y a 100 000 emplois qui ont été supprimés dans le secteur. C'est le point de départ, il fait consensus. La question que je voulais vous poser, et je vais vous poser à vous, Benoît, en premier, c'est est-ce que c'est une fatalité, selon vous ? Oui, bonjour. Vous parliez tout à l'heure de secrétaire national, c'est Jean-Marie Robert, et c'est important de le citer puisqu'il a travaillé avec Marie pour le rapport à la FNH CFDT. Concernant c'est bien de mettre en perspective effectivement l'histoire, parce qu'on va parler aussi de risques de perte d'emploi à cause de l'électromobilité, mais c'est important aussi de mettre en perspective qu'on n'a pas attendu l'électromobilité malheureusement pour perdre des emplois. Et pourquoi c'est sûrement pas une fatalité. C'est d'abord la vision qu'on a au niveau de la CFDT, c'est bien des choix stratégiques d'entreprise, des constructeurs. D'abord, ils ont expliqué ça par la localisation, et ça on est prêt à l'entendre, c'est-à-dire de dire je produis là où je vends, sauf qu'effectivement ils l'appliquent quand c'est l'Amérique du Sud ou quand c'est la Russie, mais ils ne l'appliquent pas quand c'est l'Europe. Et effectivement, l'objectif c'était de dire à tout prix je mets en concurrence mes sites, je mets en concurrence les fournisseurs, je mets en place des politiques achats très agressives qui font qu'effectivement, je demande même à mes fournisseurs qui approvisionnent des usines en France de produire à l'étranger. Donc il y a toute une démarche là, de délocalisation et puis l'extrême, ça a été le choix de dire je ne peux plus faire un petit véhicule en France à cause du coût du travail. Là, le coût du travail, c'était l'argument clé pour dire je ne peux plus faire. Bon, on a bien vu dans la table ronde précédente que ce n'est pas un argument, et on le retrouve ici aussi dans notre situation, puisque Toyota est capable de dire je fais du segment B en France. Donc nous, CFDT, on dit bien que la compétitivité, c'est pas que le coût,
Surtout l'automobile n'est pas aussi intensif même que le textile en travail, et on arrive bien finalement. On a des marges de manœuvre sur la formation, sur les infrastructures, sur l'image de marque. On l'a dit, le côté désir peut jouer effectivement pour faire en sorte que. Mais on peut aussi charger les usines pour effectivement mieux amortir. Donc c'est après les choix de stratégie industrielle vont aussi jouer. Est-ce que je décide d'implanter un petit véhicule avec un gros véhicule dans une usine? Ça a un sens pour justement réduire l'amortissement par véhicule et faire en sorte qu'effectivement ça soit moins cher. Mais donc c'est des choix à la fois de constructeurs. Les politiques n'ont pas suivi, n'ont pas eu de stratégie de politique qui permettait de nous orienter dans un sens ou un autre. Et puis il n'y a pas aujourd'hui réellement de conscience de filière. Aujourd'hui, c'est un vrai problème aujourd'hui qu'on met sur la table. Comment avoir un peu plus la conscience du territoire, de produire non seulement le constructeur au niveau de l'assemblage, mais tous les composants qui l'alimentent, d'avoir une vision locale. Merci. Et justement, Sophie Glémé, vous avez participé à l'implantation de Toyota au début des années 2000 dans le nord de la France. Justement, vous avez produit en grande quantité un petit modèle, la Yaris. Vous êtes implanté, vous êtes développé, vous avez installé d'autres sites de production en France. Pas en France, non, mais à Sophie Antipolis de recherche et de design. Comment ça s'est fait et au fond, est-ce que Toyota et l'installation de Toyota permet de déconstruire cette idée que ça n'était pas possible de construire en France ces petits véhicules? Merci. Bonjour à tous et toutes déjà. Bon, déjà, moi je n'arrive pas en donnant des leçons, hein, puisque nous sommes petits constructeurs en France. Nous n'avons qu'un site de production et c'est vrai qu'on a travaillé on a regardé ce qui se passait en Europe à l'époque et on a voulu investir sur un site de production qui produise un petit véhicule sur un segment qui était en croissance à l'époque, pour éviter justement, pour qu'il y ait de la place pour tous. Et on a commencé par une production très modeste, avec 1500, 2000 personnes, pour arriver à peu près à 100 000 véhicules de capacité de production chaque année. Et on a progressivement augmenté le nombre de véhicules produits pour arriver en 2012 avec une technologie hybride, puisque dès les années 2000, il avait été décidé par Toyota Motor Corporation de produire le véhicule du 21e siècle qui soit le moins impactant pour l'environnement. Donc on avait commencé par Prius dans le monde, en 97 au Japon et 2000 en Europe. Et puis on est arrivé avec cette technologie sur un petit véhicule à Valenciennes en 2012. Donc pour répondre à votre question, peut-être on a chez nous des plans à 10, 20, 30 ans, 50 ans. Ça c'est propre aux entreprises japonaises en général. Alors les temps changent, hein. Aujourd'hui on est plus dans l'immédiateté, un petit peu comme tout le monde. On doit répondre aussi aux normes CAFE comme tous les constructeurs, puisqu'on est présent en Europe. Donc des contraintes toujours plus importante, il est vrai, mais ça vient peut-être de notre organisation du travail, le système de production Toyota qui est assez économe. On a les ressources, on y fait bien attention. Et puis l'humain, alors on n'est pas exemplaire non plus, on a les mêmes difficultés que tout site de production, mais on essaie de mettre l'humain, et depuis le début, vraiment au centre des opérations, si on le peut bien sûr, au maximum. C'est peut-être ça la différence, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si Benoît voulait peut-être réagir, est-ce que, sans tout, est-ce qu'il y a une spécificité là-dessus? Sur Valenciennes, ça, sur Toyota, en tout cas, ce qu'on voit syndicalement, c'est une pratique de ce qu'on appelle le lean management, mais de la manière effectivement de travailler, mais qui intègre non seulement les questions matérielles au sens de juste à temps, zéro stock, etc., mais qui intègre aussi l'humain, effectivement. Et on est toujours observateur de manière positive de la manière dont Toyota l'applique, et les Européens voudraient l'appliquer, mais en oubliant l'humain. Donc c'est dommage. Ok, merci. Alors on a parlé d'humain, on a parlé court terme, long terme, et le long terme c'est le climat. Donc vous l'avez vu, il est disponible. La Fondation Nicolas Hulot, en partenariat avec la CFDT Métallurgie, a discuté pendant presque 18 mois
pour essayer de répondre à cette question que vous vous êtes posée, qu'on s'est posée ensemble sans savoir quelle serait la réponse, c'était de savoir s'il était possible de penser l'automobile française, pas forcément uniquement jusqu'en 2030, mais même en 2050, qui permettent de concilier, au fond, deux attentes très légitimes et très fortes, que sont la création et le maintien d'emplois en France et une participation active et entière à la lutte contre le changement climatique. Marie Chéron, la réponse, ça existe ce scénario ? Alors oui, ce scénario, il existe et c'est ce qu'on démontre à travers donc, cette étude qui a été publiée en juin et qu'on a faite avec la CFDT Métallurgie. C'est vrai qu'on discute beaucoup avec la CFDT Métallurgie depuis 1 an et demi, mais parce que la situation l'exige aussi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de mutations dans ce secteur, parce qu'on a à la fois ce défi environnemental, parce qu'on a cette question de l'emploi, parce qu'on a un secteur qui est en déclin et ça a été dit, parce qu'il y a eu des stratégies de groupe qui ont fait que aujourd'hui, on est dans une situation où, quand on regarde l'avenir dans le secteur automobile, on se demande si ce secteur, il existera toujours en France dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et du coup, on avait cette question-là sur l'emploi. Est-ce que finalement, parce que ce qu'on entend dans tous les médias, c'est ça, c'est si on pousse trop vite les normes environnementales, finalement, l'automobile n'existera plus en France demain. Et c'est ce qu'on a, nous, en tant qu'ONG, quand on a poussé dans la loi mobilité la fin de vente des véhicules thermiques en 2030 pour nous, et qui a été accordé dans la loi, qui a été posé comme objectif pour 2040, on nous disait mais vous allez tuer la filière. Donc c'est vrai qu'après la LOM, donc après 2019, on s'est dit en fait il faut qu'on travaille concrètement sur cette question-là. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus vite, pour accélérer, mais faire en sorte qu'on puisse sauvegarder l'emploi. Donc oui, ce scénario il existe. Alors on a fait un état des lieux de la filière, on a regardé différents scénarios, on a exploré les futurs possibles et on tombe sur un scénario. Donc on a 4 au total. Quel que soit le scénario, même si au bout d'un moment on arrive à concilier emploi et climat, dans les années à venir, sur les 5 ans, 10 ans à venir, la situation, elle est celle d'une baisse de l'emploi. Donc ça, il faut être lucide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'emploi dans la filière, en France, il baisse. On a cette problématique-là. Donc nous, on a regardé spécifiquement la filière moteur, et sur la filière moteur, où on a 57 000 emplois, et d'ici 5 ans, on en aura 10 000 en moins. Et d'ici 10 ans, il y en a 16 000 en moins. En gros, dans toutes les prévisions. Ça, tous nos scénarios le disent, et la plateforme automobile, qui représente l'ensemble des acteurs de la filière, le dit aussi. Donc on est dans les mêmes ordres de grandeur, mais eux, ils le disent pour l'ensemble de la filière, pas uniquement la filière moteur. Donc on a quand même ce truc-là devant nous. Les 10 années à venir, elles sont difficiles. Par contre, ce que notre scénario il montre, c'est que si dès maintenant, on s'engage dans une politique industrielle de transition juste, on peut renouer avec une dynamique positive sur l'emploi, d'ici avec un maintien des emplois et une différence qui se ferait à partir de dans 10-15 ans. 2030-2035, on arrive à faire la différence. Donc ça montre bien aussi qu'une politique industrielle, elle se pense sur le long terme, mais qu'il faut agir dès maintenant pour avoir un effet dans 10 ans. Et pour arriver, nos scénarios vont jusqu'en 2050, pour arriver en 2050 avec une vraie différence dans le cas où on aurait une politique industrielle de transition juste, où du coup, dans ce scénario-là, on a 33% d'emplois en plus par rapport à un scénario tendanciel. Parce que le scénario tendanciel, c'est en gros, si on continue les politiques telles qu'elles sont menées aujourd'hui, on a, dans le meilleur des cas, une division des effectifs par 2 d'ici 2050. Et diviser les effectifs par 2 sur la filière auto, au bout d'un moment, quand on tombe en dessous d'un certain volume de production, en fait, la filière, elle n'existe plus parce qu'elle ne tient pas. On ne peut pas tenir un tissu industriel si on tombe en dessous d'un certain volume de production et d'un certain nombre de compétences aussi. Donc voilà, nous on montre que c'est possible. Alors c'est possible comment il y a quand même 3 ingrédients indispensables, il y en a qui ont déjà été cités. Le premier ingrédient, c'est de se dire on se fixe des caps, on se fixe des objectifs. Donc nous on s'est dit en France on produit aujourd'hui 3 millions de moteurs. Alors comme à 2050 il faut penser avec un peu de sobriété, qu'il faut être réaliste, on a estimé qu'on pouvait encore produire d'ici 2050 2,2 millions de moteurs. Mais ça reste un objectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Aujourd'hui, si on continue comme ça, on ne produira plus 2,2 millions de moteurs en France en 2050. Donc on s'est fixé un cap. Et puis on se fixe une chose qui est très importante quand on se fixe un objectif industriel, c'est de mettre les hommes derrière.
c'est de se dire que oui, face aux 10 ans qui sont devant nous, en fait, le premier des objectifs, c'est de faire en sorte que les 16 000 personnes, parce que je vous disais, d'ici 2030, on a 16 000 emplois qui sont menacés dans la filière moteur, bien plus à l'échelle de la filière tout entière, ces personnes-là, personne ne doit rester sur le carreau, et il faut les accompagner dans la conversion et pour former les compétences de demain, qui vont être nécessaires demain avec le cap qu'on s'est fixé. Et ça c'est vraiment indispensable. C'est-à-dire que trop souvent, on pense la transition industrielle, et là je fais référence au plan qui a été annoncé mardi. On a beaucoup parlé des technologies, et en fait les hommes, on leur demande beaucoup de s'adapter. Mais en fait c'est la richesse, une des premières richesses, une des premières ressources, c'est aussi les hommes, et ça manque beaucoup, et on a voulu réaffirmer que ça c'était important et que ça devait être mis au premier plan. Le deuxième ingrédient indispensable pour un scénario de transition juste, c'est une ambition environnementale. Aujourd'hui, on nous dit oui, on y va, on a pris le virage vers l'électrique, on y va. Oui, mais en fait, le climat, on a besoin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on a besoin de lutter contre la pollution, mais en fait, il y a un rythme, il y a un tempo. Et la difficulté, c'est que ce tempo, il est un peu plus rapide, il est même beaucoup plus rapide que ce qui serait vraiment adapté à l'industrie. Donc, on a besoin d'aller plus vite. Et donc, aller plus vite. Aujourd'hui, la France a fixé, comme je vous disais, un objectif de fin de vente des véhicules qui consomment des carburants fossiles d'ici 2040. La Commission européenne a, elle, proposé que la production soit 100% véhicules zéro émission en 2035. On pense qu'il faut que la France accepte cet objectif sans dérogation sur d'autres motorisations qui consommeraient des carburants fossiles. Donc ça veut dire savoir accélérer à un moment donné. Il faut qu'on puisse aller plus vite. Et pour nous, ce qu'on a démontré dans notre scénario de transition juste, c'est que ce soit 2040 ou 2035, en fait, ça ne fera pas gagner d'emplois sur la filière. Au contraire, ce sera plutôt bénéfique pour l'emploi. Donc il faut arriver à aller sur cette échéance-là. Mais alors là, je me permets de rebondir sur ce que disait Michel Virville, c'est très intéressant. Il disait voilà, la négociation des normes, elle s'était faite sur des échéances courtes, sans forcément penser le long terme ou le véhicule du futur. Nous, on a fixé des caps à 2040, puis on n'a rien mis avant. En France, il y a très peu de choses avant 2040. Et là, c'est pareil, on a fixé 0 émission en 2035, mais il faut qu'au niveau des États, il puisse y avoir aussi toutes les étapes intermédiaires, le 2030, mais même avant. C'est-à-dire on a besoin d'avoir des échéances 2025, 2027, 2030, 2035. Donc on va avoir besoin de caper. Et enfin, dernier ingrédient, et je m'arrêterai là, c'est penser le long terme. Là, je suis d'accord avec vous. Pour atteindre nos objectifs climat, passer à l'électrique ne suffira pas. En fait, l'électrique, ça va nous permettre de diviser par 2 ou par 3 nos émissions de gaz à effet de serre. On sait qu'il faut aller beaucoup plus loin dans les transports. L'objectif, c'est une décarbonation totale. En France, ça veut dire moins 97% des émissions de CO2. Au niveau européen, c'est moins 90%. Donc, il faut aller plus loin. Et aller plus loin, notamment en développant une économie circulaire et en acceptant que, en fait, au bout d'un moment, le parc, il va forcément réduire. Tous les scénarios climat compatible montre bien que si aujourd'hui on a un parc de 38 millions de véhicules, demain, en 2050, il faudrait qu'il fasse que 30 millions. Et un parc, ça évolue lentement. Ça veut dire qu'il va falloir jouer avec cette courbe descendante. Sophie, vous vouliez réagir? Oui, pardon, juste un complément. Oui, on a quand même des étapes intermédiaires puisqu'on a des valeurs absolues jusqu'en 2021 en matière de grammes par kilomètre de CO2, 95 jusqu'en 2019. Ensuite, chaque constructeur doit réduire de 15% en 2025 par rapport à 2021 ses émissions. Donc on a quand même, bien évidemment, des étapes. Et tous les constructeurs français et en France, on regarde vraiment tout ce qui se passe. Et pour répondre et peut-être rebondir sur ce que vous disiez, bien sûr, on n'a pas le choix. On sait que emploi, climat, il ne faut surtout pas les opposer. Si on le peut, bien sûr. On sait qu'on doit arriver tous tendent vers la neutralité carbone. Voilà, ça on le sait. Mais comme vous l'avez dit, monsieur, nous on ne souhaite pas opposer les technologies. Pourquoi aller vers le 100% électrique, sachant qu'il y a tout dépend des usages et on doit répondre aussi à tous les besoins des utilisateurs. Tout le monde ne peut pas acheter un véhicule électrique ou un véhicule hydrogène, même d'ici quelques années. Et en termes de ressources, c'est vrai que ça posera problème. Donc on pense, nous, à une complémentarité des technologies pour arriver à cette baisse et du CO2, qui n'est pas un polluant, mais surtout aussi du NOx ou des matières particulières,
pour arriver ensuite à une massification peut-être de véhicules d'occasion et un marché de l'occasion de véhicules plus respectueux. On commence à en avoir avec des véhicules électriques. Bien sûr que le véhicule électrique dans la ville pour de courtes distances s'impose, on l'entend bien. Mais au-delà, tout le monde n'habite pas dans les villes. Il va y avoir un marché de l'occasion qui va devenir intéressant aussi. Donc ce qu'on demande, c'est de ne pas tirer automatiquement sur le véhicule, sur la voiture, parce que c'est vrai que c'est le deuxième poste de dépense après le logement. Ça interpelle tout le monde, la voiture. Mais il y a peut-être un moyen, en effet, d'avancer de façon un peu plus raisonnable, sachant que de toute façon, tous les constructeurs vont aller vers cette neutralité carbone. Ça, c'est obligatoire. Mais on peut très bien aller... Alors, l'Europe dit 2035, la France dit 2040, parce que c'est un grand pays de constructeurs automobiles. C'est pour ça que la France dit 2040. Avec les emplois qui sont corrélés, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir? Pour nous, la technologie hybride est un de ces moyens-là. D'autres constructeurs travaillent là-dessus aussi. Renault en fait, enfin, d'autres constructeurs, de grands constructeurs. Voilà, il y a une place certainement pour différents types de technologies, avec des prix qui soient acceptables aussi pour tous. La France des 2040, la CFDT Métallurgie et la FNH se sont projetés sur 2035, dernier délai. Pour revenir à la question, climat-emploi, à quelles conditions ça fonctionne? Ce qui est intéressant dans le travail qu'on a mené avec FNH, c'est effectivement de sortir un message qu'on peut concilier effectivement écologie et sociale, alors qu'effectivement ils ont tendance des fois à être opposés. Et on parle de transition juste finalement. C'est finalement, évidemment, il faut trouver des équilibres, mais c'est possible. Il faut se parler. Et après, notre message, c'est aussi de dire qu'à un moment donné, il faut assumer, il ne faut pas toujours jouer à l'autruche, quoi. Depuis des années, les constructeurs voient bien que l'évolution environnementale va vers des ruptures. Le Dieselgate a accéléré les choses, mais on est toujours encore aujourd'hui dans les logiques où on essaie de négocier au niveau de l'Europe des délais, de retarder, mais de façon à un moment donné, on est convaincu qu'il va falloir y aller. Donc on parle de 2035, c'est quand même dans 14 ans. Alors c'est vrai que l'échelle de cycle véhicule, il est long, mais enfin, on a quand même le temps de se préparer. Si maintenant on dit oui, il faut y aller, il faut assumer, il faut mettre en place les logiques de formation qui vont bien, les logiques d'anticipation qui vont bien, les politiques ont leur rôle à jouer par rapport aux filières. Effectivement, la batterie, on en parlait tout à l'heure, c'est réellement fondamental à la fois stratégiquement et en termes bilan énergétique. Enfin, c'est produire des batteries avec de l'énergie initiale qui est du charbon. Les batteries consomment beaucoup d'énergie à la fabrication. Donc il est essentiel de regarder l'origine électrique, effectivement l'origine de CO2, le coût CO2. Et ça a tout son sens. Mais là encore, on voit que sur ce sujet-là, la France a été en même temps que l'Allemagne à dire il faut y aller. Et puis là, on voit qu'il n'y a que 2 gigafactories qui sont proposées pour l'instant, qui sont réellement des projets concrets, mais on est loin des gigawattheures dont on a besoin pour nos volumes de demain. Donc on a montré qu'effectivement, c'est de la responsabilité sociale d'entreprise, quelque part, de la responsabilité sociale de parler entre une ONG et un syndicat. Et on aimerait qu'aujourd'hui, tous les acteurs soient autour de la table. Je pense que Michel de Virville disait à juste titre que si on met que les constructeurs et les politiques, il manque du monde, il manque des acteurs dans la discussion qui permet de trouver le bon compromis. Et nous, on dit, mettons tous ces gens-là autour de la table, mettons en place des états généraux de l'automobile pour qu'effectivement, on ait bien tous les acteurs qui, ensemble, trouvent les compromis en pensant loin et pas en pensant intérêt court terme. Si je repars de la Grégoire, à votre avis, je pose la question à tous les quatre, est-ce que vous pensez que dans la France de 2030, on peut construire, alors ce seront des Clio, des Yaris 100% électriques, est-ce qu'on peut les construire en France et au fond, l'objectif que s'est fixé le président de la République, c'est qu'on fabrique en France les véhicules verts qu'on utilise en France. Est-ce que vous pensez que l'objectif est atteignable? Qui veut commencer? Allez-y. Moi, je peux uniquement parler de mon entreprise, donc ça sera certainement biaisé, mais oui, bien sûr. La France, c'est quand même le berceau de l'automobile. On ne peut pas laisser échapper tous ces pans de l'industrie. Et ce plan de réindustrialisation, quand même, nous donne beaucoup de billes. Donc à voir maintenant comment produire, il y a des constructeurs français là, qui... Donc on s'attaque maintenant au cycle de vie du véhicule lui-même.
C'est passionnant, il y a de nouveaux métiers, des métiers qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Et là, c'est quand même un coup de pouce qui motive tout le monde. On ne parle jamais ou rarement de l'industrie automobile. Donc là c'est bien sûr que c'est encourageant, bien sûr. On travaille aussi avec le label, la certification Origine France Garantie. Vous en avez parlé tout à l'heure, je crois, pour le textile. Pour nous, c'est très important. On a travaillé sur ce label avec Yves Gégaud et M. Montebourg aussi. Il certifie que la moitié de la valeur créée est faite sur le sol français. Voilà. C'est un bel outil. On en est fiers. Je crois que Peugeot aussi travaille sur ce certificat. Enfin, on a des outils en France. Et les gens sont de plus en plus sensibles à ces critères-là, à condition bien sûr que le produit ne soit pas beaucoup plus coûteux. Donc on doit veiller à ça. Donc une maîtrise des coûts, une maîtrise du circuit, une maîtrise des composants, du prix des composants, etc. Ça c'est certain. Okay. Michel, vous vouliez réagir? Encore une fois, je ne suis plus de la partie, donc je réagis avec mes réflexes, puisque j'étais aussi le DRH de Renault. Quand on parle emploi dans l'automobile, il faut savoir que l'emploi, c'est pas l'emploi dans les usines de montage. L'emploi, c'est les emplois dans la filière automobile. Je me rappelle quand on a repris l'usine de Pitești en Roumanie, il y avait 30 000 personnes dans l'usine. C'est une usine totalement intégrée. Il y avait 30 000 ouvriers qui travaillaient dans une seule usine. On fabriquait un volume de voitures qu'on fait avec 5000 personnes dans des usines de montage normales. Donc vous voyez, on s'est trouvé face à un problème terrible. On avait 30 000 personnes et on se disait qu'il était raisonnable de passer à 5000. Qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé beaucoup de fournisseurs sur place qui étaient très contents de s'installer en Roumanie pour des raisons, comme vous pouvez l'imaginer, la production de pièces en Roumanie est un peu moins chère que la production de pièces dans des pays d'Europe de l'Ouest. Le résultat, c'est que dans un délai relativement court, on a pu maintenir beaucoup d'emplois en Roumanie, avoir des prix qui étaient des prix raisonnables, et avec des usines de montage qui étaient à effectif raisonnable. Je pense que si on me demandait de faire un travail de consultant pour réfléchir à la façon de rendre compatibles des objectifs environnementaux et des objectifs emploi, je me poserais beaucoup la question de savoir comment vont être faites les pièces des véhicules qui vont être montés. Je pense que ce n'est pas très facile d'augmenter beaucoup la capacité de montage européenne, mais par contre, s'il y a beaucoup de fabricants de pièces qui sont installés en Europe, ça peut permettre de maintenir beaucoup d'emplois. Donc je pense qu'en termes d'emploi, il faut vraiment réfléchir à l'emploi de la filière. Et d'ailleurs, ce que vous indiquiez sur l'indicateur 50% de contenu européen va tout à fait dans ce sens-là. Oui, alors tout à fait, je vais rebondir là-dessus, puisque effectivement, dans notre scénario de transition juste, un des principaux leviers pour créer de l'emploi, c'est justement de renforcer ce qu'on a appelé le taux d'intégration locale, et qui désigne en fait la part des composants d'une voiture qui sont produits en France. Et aujourd'hui, dans l'automobile, alors on n'a pas les chiffres précis, mais en gros, elle est estimée entre 30 et 40%. Et dans notre scénario de transition juste, on a estimé avec la CFDT Syndex qu'il était tout à fait crédible de faire un plus 30% sur ce taux d'intégration locale en 30 ans. Et donc progressivement, c'est ça qui nous permet de recréer en fait de l'emploi. Et c'est pas, cette question-là, elle est effectivement absolument centrale. Et c'est vrai que même dans le discours du président de la République mardi, ça a été dit, on a un problème en France et c'est ce qui nous distingue d'autres pays, d'autres filières industrielles comme par exemple en Allemagne, qui est qu'on a une très faible solidarité au sein de la filière ou appelée coopération. Voilà, enfin on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, c'est le fait qu'on va plutôt acheter les pièces ailleurs plutôt qu'en France. Et c'est ce qui affaiblit le tissu. Et ça, là-dessus, nous, c'est pour ça qu'on insiste régulièrement avec la CFDT sur le fait de dire, si oui, on injecte aujourd'hui des milliards dans l'industrie, c'est important, mais ce problème-là,
il est présent depuis des années, on le connaît depuis des années, il n'y a rien qui a été fait contre. Mettons des conditionnalités aux aides. Alors les conditionnalités, c'est souvent vu comme une contrainte, il faut peut-être les réfléchir, les négocier, les discuter, mais des conditionnalités qui soient à la fois sociales pour dire, bah, ok, on injecte des investissements, mais en contrepartie, il faut qu'on puisse maintenir l'emploi, ou en tout cas travailler sur l'emploi. Là, il y a encore des investissements qui sont faits, y compris sur la formation, mais ça doit aussi peser comme des conditionnalités sur les constructeurs pour dire bah, on ne peut pas à la fois d'un côté mettre de l'argent sur la formation et l'accompagnement à la conversion et accepter que les délocalisations se poursuivent. Donc ça, c'est un sujet assez central. Et là-dessus, la deuxième reco qu'on fait et qui moi, me semble importante, c'est qu'il y ait une dynamique aussi. On a un problème dans l'automobile quand même. Enfin, ça a été dit, on a besoin d'avoir des états généraux pour ouvrir le dialogue plus largement à l'ensemble des acteurs. Mais ce problème de gouvernance, il se pose y compris au niveau régional. C'est-à-dire que dans l'enquête qu'on a menée, on avait au téléphone, on a été enquêté auprès d'acteurs de l'industrie, auprès de pôles de compétitivité, et on se rend compte que les acteurs ne dialoguent pas forcément entre eux. Les collectivités ne connaissent pas directement les entreprises qui sont sur le territoire. Les entreprises ne connaissent pas forcément les dispositifs d'aide qui sont mis en place par les collectivités. Et donc, il y a un défaut de coordination au niveau des régions qui aurait dû être pris en charge par les pôles de compétitivité, qui ne l'est pas forcément. Et donc, du coup, c'est vraiment une de nos recommandations aussi, c'était de dire, mettons en place une sorte de conférence régionale, on pourra appeler ça autrement, mais quelque chose au niveau une organisation au niveau régional qui permette d'identifier les sites qui sont menacés, de mettre en place des dispositifs de type soit EDEC, soit CV de site ou autre, qui permettent tout de suite de remettre un peu, d'insuffler une stratégie et un accompagnement des acteurs. Donc cette gouvernance au niveau territorial, je crois qu'il faut vraiment que la filière y aille. C'est un des blocages aujourd'hui, et les conditionnalités. Oui, j'abonde complètement à ce qui vient d'être dit. Possible, au départ, c'est une question de volonté. On voit finalement aujourd'hui que, par exemple, Renault essaie de construire à Douai, effectivement, un pôle pour la future R5 électrique. Donc, c'est bien un véhicule de segment B. C'est bien. Donc, c'est-à-dire que déjà, Renault s'est mis dans la volonté de le faire sans savoir exactement comment, mais maintenant en essayant de mettre en place les démarches, etc., pour voir avec les pouvoirs publics, avec les représentants de ses salariés, avec les territoires locaux, avec aussi la filière, enfin comment on peut travailler ensemble. Donc ça oblige quelque part à changer de culture sur la relation constructeur-fournisseur, sur la relation constructeur-pouvoir public, sur nous on a notre rôle à jouer en tant qu'organisation syndicale, mais on est prêt à la jouer si tout le monde va dans le même sens en termes de préserver l'emploi, la qualité de l'emploi et l'emploi local. Et donc encore une fois, c'est bien une question de volonté. Et pour une fois, on ne met pas que le sujet le coût du travail. On voit bien que les Allemands ont un coût du travail plus élevé que les Français, et pourtant ils arrivent bien à assembler plus de véhicules que nous sur leur territoire. Oui, sur cette fameuse coordination, il existe déjà aujourd'hui les ARIA. Mais c'est vrai que c'est très industriel avec les acteurs industriels. Mais pas tous les acteurs industriels. Et c'est très variable d'une région à une autre. Donc en fait, dans le Nord, ils sont très, ça reste dynamique, très organisés. Mais après, on a des régions sur lesquelles la coordination n'existe quasi pas. Et c'est ça. C'est raison. Et c'est vrai que c'est les équipementiers. Exactement. Beaucoup de choses qui fonctionnent dans les Hauts-de-France et qui ne fonctionnent pas ailleurs. Ça, c'est une constante. Pardon. Ce sont des agences régionales de l'industrie automobile, qui dépendent de la PFA. Plateforme automobile. Plateforme automobile, pardon. Plateforme automobile. Oui, qui regroupe les constructeurs et équipementiers de la filière. Voilà. Donc vous avez une entité européenne qui s'appelle l'ACEAL, l'Association des constructeurs automobiles en Europe, puisque tu en fais partie aussi, mais qui n'intègre pas les équipementiers, tandis que la PFA, cette plateforme automobile, le fait. Donc on a vraiment une possibilité de discuter, de se concerter, avec aujourd'hui, je trouve, une organisation quand même assez ouverte, et tous ces sujets-là sont traités évidemment au plus haut niveau. Michel, vous vouliez réagir? Oui, parce qu'on a abordé à un moment donné, au passage, la comparaison entre la France et l'Allemagne.
si on parle de voitures et au niveau européen, la comparaison entre la France et l'Allemagne, c'est au cœur du sujet. Hein. Parce que tout ce qu'on est en train de discuter, à mon avis, c'est quand même au niveau européen qu'on peut y réfléchir. Hein. C'est pas au niveau français, purement et simplement. Quand on compare la France et l'Allemagne, il y a deux éléments de comparaison qu'il faut garder en tête, parce que tous les deux sont en interaction et expliquent la différence. Pour l'emploi allemand, il n'y a aucun doute qu'il y a une gouvernance des entreprises allemandes qui est différente de celle des entreprises françaises. Juridiquement, ça se traduit dans la structure même de la gouvernance des entreprises allemandes. Il y a une intimité de la négociation entre les directions et les syndicats qui protège l'emploi allemand. Alors, ceux qui sont des libéraux vont me dire, mais voilà, ça c'est une pénalité pour l'entreprise allemande qui est obligée de tenir compte des intérêts. Il y a un deuxième aspect de la réalité allemande, c'est que l'Allemagne, c'est l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est, et c'est des relations intimes avec des pays qui ne sont plus l'Allemagne, mais qui ont été dans la Grande Allemagne historiquement, et avec lesquels il y a énormément de relations et où beaucoup de fournisseurs sont localisés. Il y a même des constructeurs, hein, puisque une partie des voitures qui sont faites par des groupes allemands sont fabriquées en dehors de l'Allemagne. Et ces pays sont des pays dans lesquels les coûts de production ne sont pas les mêmes qu'en Allemagne. Et donc c'est ça qui fait l'équilibre de l'automobile allemande. C'est à la fois cette capacité à protéger l'emploi dans le cœur allemand de la construction automobile, et en même temps le fait de s'appuyer sur une hinterland qui est plus à l'est et moins chère. Ce qu'on ne trouve pas en France, en Italie, ce qu'on ne trouve même pas en Grande-Bretagne, si on s'intéresse aussi à la construction, mais on ne sait plus très bien s'il faut compter la Grande-Bretagne dans l'Europe ou pas. Mais il y a quand même encore de la construction automobile en Grande-Bretagne. Mais vous voyez, il faut mettre ces sujets-là sur la table si on veut réfléchir à garder de l'emploi en même temps qu'à satisfaire des objectifs environnementaux. Si vous m'y autorisez, comme il reste 15 minutes, je vais essayer de faire prendre un virage à la discussion et intégrer un autre mot-clé de la période, celui de sobriété. C'est un mot qu'on n'a pas utilisé directement, mais on l'a frôlé en parlant d'économie circulaire, en posant la question du parc en général. Cette question très simple pour vous depuis votre travail, depuis votre responsabilité, c'est quoi l'enjeu de sobriété en ce moment pour le secteur automobile? Benoît, peut-être? Oui, derrière sobriété, d'ailleurs dans l'étude, on l'a intégré, c'est quelque part, on le voit sur différents axes. D'abord les usages. Avoir conscience que le consommateur aura des usages différents avec le véhicule partagé, avec le fait de éventuellement ne pas avoir de véhicule du tout pour les urbains. Et donc, quelque part, on a conscience aussi que les politiques publiques doivent pouvoir les inciter. Donc, il faut intégrer le fait de dire on produira moins. Je crois qu'on l'intégrait du coup dans le nombre, par exemple, de nombre de moteurs qu'on pourrait défendre ou véhicules qu'on pourrait assembler en France, intégrer le fait qu'il y a la sobriété. Mais la sobriété, c'est aussi ceux qui conçoivent les véhicules. Est-ce qu'ils peuvent les concevoir moins lourds, moins gros, plus aérodynamiques? Et typiquement, petite parenthèse sur le poids européen, la législation sur la mesure, ce qu'on appelle le CAFE, donc la moyenne, la moyenne du poids CO2 des véhicules vendus, qui aujourd'hui est normalisée et incite les constructeurs à aller dans un bon sens puisque c'est taxé. Mais il y a eu un lobbying allemand qui a fait que la masse du véhicule, alors que plus c'est lourd un véhicule, plus ça consomme, c'est une réalité, pouvait être en partie désindexé. Finalement, on pouvait accepter de vendre des véhicules plus lourds. Ça, c'est dans le rapport, on le dit, c'est quelque chose qui n'est pas normal. De la même manière, on peut se dire comment on fait en sorte de
mesurer le poids CO2 de chaque composant qui rentre dans le véhicule. Et donc finalement le poids CO2 de sa fabrication et de son usage. Et là on voit que forcément c'est plus la même manière y compris les achats verraient différemment le coût, puisque si on met en plus un poids à la tonne, c'est un coût de pièce enfin il y a un nouveau critère qui vient modifier. Donc, et puis enfin, sobriété, c'est penser dès la conception du véhicule, comment je le recycle, comment je récupère. Et là, j'intègre les filières dont on parlait, qui peuvent créer de l'emploi, de recyclage, et qui existent à l'état embryonnaire et qui peuvent créer de l'emploi et compenser la chute dont on parlait tout à l'heure, par exemple. Sans oublier, bien sûr, la question de limiter l'extraction des ressources, l'énergie de fabrication. Enfin, c'est vraiment de pensée globale et circulaire. Sophie, du coup, sobriété, est-ce que c'est au fond un levier pour réindustrialiser? On regarde ce qui se passe et bien sûr on est acteur aussi, mais consommateur également. Donc sobriété, oui, on comprend que, étant donné la crise qu'on vient de passer tous, on se pose des questions. On sait bien qu'on ne va plus produire, consommer la voiture comme on l'a fait par le passé, ça c'est certain. On le voit dans l'attitude des jeunes vis-à-vis de l'automobile qui change. En revanche, bon, pour des opérations d'autopartage ou autres, il faut bien des véhicules, et heureusement, on continuera à en produire, mais peut-être mieux, c'est vrai. On n'a pas parlé des ressources, mais on doit aussi économiser les ressources. On parle de la qualité de l'air, mais aussi les ressources à économiser. Et c'est pour ça que partir sur une technologie unique, nous, on se demande si vraiment on a vraiment fait le tour de toute la question. Produire certainement un petit peu moins aussi, consommer un petit peu moins aussi, peut-être, le véhicule, mais penser à différentes solutions en fonction des usages, très certainement. Alors c'est paradoxal, puisqu'à côté, il faut de l'audace pour aller vers ces technologies de rupture. La sobriété ne s'oppose pas à l'audace, hein, mais on repense les choses autrement. On voit ce qui se passe à Flins aussi, c'est aussi très intéressant, hein. C'est vraiment un labo de l'industrie automobile de demain, je trouve. Nous aussi, on a pas mal d'idées. Enfin, bon, j'espère que ça reste un très bel outil quand même, la voiture, hein, un outil de mobilité. Donc, bien sûr qu'on va y arriver, oui. Marie Chéron. Très rapidement, la sobriété, on aura toujours des voitures, on ne va pas s'en passer. Hein. Nous, on n'est pas du tout contre la voiture, mais on va avoir besoin de moins de voitures. Aujourd'hui, c'est 70-80% de part modale. Il faut qu'on arrive à descendre, et c'est aussi une condition pour qu'on atteigne nos objectifs climat. Faire 10 ou 20% de moins en part modale pour la voiture, ça ne tuera pas l'industrie. Mais ça la reconfigure, ça lui redonne une autre place. Donc la sobriété, en premier lieu, pour moi, c'est ça, une part de repart modal. La deuxième chose très importante, le poids, c'est-à-dire que les voitures, la tendance actuelle à l'augmentation du poids des véhicules est absolument mortifère. Elle doit donc pouvoir être inversée. On doit pouvoir à la fois compter sur des matériaux plus légers, un allègement, et puis des modèles qui soient plus petits et rompre avec ce qu'on appelle la tendance SUV. Ça, c'est aussi extrêmement important. Et puis la sobriété, ça passera aussi pour nous par la relocalisation des approvisionnements et des chaînes de valeur qui soient moins longues, avec moins d'impact logistique. Tout ça, enfin, ces trois éléments sont pour nous assez clés sur la sobriété. Une chose sur la masse, il y a donc en France, on est quand même bien. Je pense que la discussion est ouverte entre constructeurs, associations, monde des consommateurs. Il y a donc une taxe sur la masse, hein, qui sera opérationnelle à partir du 1er janvier et qui commencera à taxer les véhicules, en plus de ce qu'on connaît aujourd'hui entre le bonus-malus, etc., à partir de 1800 kilos. Hein. Donc, ça a été voté. Donc, on sait qu'on a quand même des paramètres qui font que l'avancée est raisonnable. Et en matière de sobriété aussi, c'était, je voulais dire, consommer moins de carburant aussi, tout simplement. Hein. Donc, tout ça, il y a plein de technologies et d'autres qui vont sortir. Donc, que ce soit l'amélioration du moteur essence encore pour quelques années, on sait qu'il est condamné à terme, puisque tout ce qui est issu du fossile le sera. Mais bien sûr, l'hybride électrique, bien sûr, l'hybride rechargeable, la pile à combustible hydrogène, le gaz. Enfin, il y a plein de technologies et plein de ressources qui peuvent
qui peuvent être utilisés différemment pour toujours moins consommer. Peut-être une question sur justement les nouvelles technologies. Il y a quelque chose qui émerge, c'est cette histoire de rétrofit. C'est cette idée de remplacer le moteur thermique d'une ancienne voiture par un moteur électrique. Je lisais il y a quelques jours, quelques semaines, alors, évidemment le contexte est très compliqué, mais qu'on était dans une situation de baisse, de vente de véhicules neufs assez importante, d'explosion du coût, enfin du marché de l'occasion. Pour des constructeurs qui au fond ont surtout construit des véhicules neufs, est-ce que l'émergence de la question de l'économie circulaire, en quoi ça change le business model des grands constructeurs? Elle n'était pas prévue la question. Alors, de toute façon, aujourd'hui, les grands constructeurs anticipent toutes ces étapes donc, qui accompagnent toute la vie du véhicule, hein, de la conception du véhicule avec des matériaux qui soient démantelables le plus facilement possible, recyclables le plus facilement possible, la phase de production qui doit être la moins impactante possible, bien sûr, avec des indicateurs clés pour chacun des sites, chez tous les constructeurs, l'utilisation jusqu'à la mise au recyclage et la mise au rebut. Là où maintenant, on parle en effet de rétrofit. Alors bon, il y a des constructeurs français qui font ça très bien ici, ou qui vont se lancer sur cette nouvelle économie. Donc je ne vais pas intervenir, mais c'est vrai que c'est très prometteur. On voit aussi émerger un marché de l'occasion de véhicules de plus en plus respectueux. Là aussi, c'est intéressant. Pour le pouvoir d'achat des gens aussi, c'est très intéressant. Et donc la porte est ouverte justement pour de nouveaux métiers peut-être, et une industrie en tout cas moderne. Oui. Peut-être en réaction à ces nouveaux métiers Oui, sur le rétrofit, bon, de mémoire, Renault envisage 140 000 par an. Enfin, ça reste quand même marginal par rapport aux 2 millions de véhicules qui sont vendus par exemple en France chaque année. Donc tant mieux quand on peut le faire, mais il faut encore qu'en plus ça puisse être compatible avec des questions de sécurité, parce qu'on ne met pas comme ça des batteries n'importe où. Enfin, il faut faire attention en termes de masse, etc. Tant mieux en tout cas, on voit bien que le business model effectivement il change, et il vient aussi de façon, enfin, indépendamment de l'électrique, avec les véhicules connectés, avec les services. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, demain, Renault dit demain 20% du chiffre d'affaires sera fait par des choses qui n'existent pas aujourd'hui. Donc là, on a des ruptures effectivement dans les business models. On parle beaucoup de véhicules neufs, et puis finalement, on ne parle pas beaucoup de véhicules d'occasion quand on discute avec le constructeur. Là, on voit bien que quand on parle de véhicules neufs, on parle que des 2 millions de véhicules, mais effectivement, le parc, c'est 40 millions. Donc, qu'est-ce qu'on fait des 38 millions autres? Enfin, aujourd'hui, c'est quelque chose... Pardon, oui. Et des emplois du réseau. Parce qu'il ne faut pas oublier que de la même manière qu'il ne faut pas regarder uniquement les emplois dans les usines de montage, il faut aussi regarder les emplois chez les fournisseurs, mais il faut aussi regarder les emplois du réseau pour l'entretien des véhicules, qui représentent une masse d'emplois très importante. 400 000. Et qui représentent un point d'entrée pour les jeunes, qui est absolument crucial. Hein. C'est vrai que c'est... les emplois du réseau d'entretien des véhicules automobiles, c'est un des métiers d'entrée des jeunes générations. Hein. Donc c'est quelque chose d'essentiel. C'est 50% de l'emploi en France chez nous, le réseau. Vous avez entièrement raison. Réparation et vente. Hein, donc c'est 5000 personnes. 5000 personnes sur le site de production de l'ancienne et 5000 personnes dans le réseau. Okay. Merci. Donc la sobriété, ça peut créer un petit peu d'emploi. Marie, vous vouliez... Peut-être juste sur le rétrofit, puisqu'on a eu une première étude de l'ADEME qui a été publiée en avril sur justement l'intérêt du rétrofit, et qui montre qu'il y a un réel intérêt environnemental, vu qu'on arrive à réduire de plus de 60% sur l'ensemble du cycle de vie les émissions de CO2 d'un véhicule particulier quand il est rétrofité. Donc il y a un vrai bénéfice. Pour autant, sur les véhicules particuliers, l'équation économique n'est pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'opération du coût de rétrofit, elle est trop importante. Ce n'est pas le cas sur les bus et les camions, où pareil, on a un bénéfice environnemental qui est massif. Par contre, sur les bus et les camions, l'équation économique est là.
c'est davantage possible. Donc c'est pour ça que là, sur le rétrofit, il y a une dynamique. Sur tout ce qui est véhicule, alors ils n'ont pas séparé flotte ou pas flotte, mais pour les VUL, l'équation économique est déjà plus intéressante que sur les véhicules particuliers, mais elle n'est pas encore optimum. Là où elle est la meilleure, c'est bus et camions. Mais pour les véhicules particuliers, clairement, on a un vrai problème de prix. Et c'est pour ça qu'il y a, et c'est là que, quand on regarde le bénéfice environnemental, quand on regarde que d'un autre côté, nos objectifs climat 2030, c'est-à-dire arriver à faire moins 55%, et arriver à vraiment réduire les émissions liées à nos transports, on sait qu'on n'y arrivera pas en changeant juste en introduisant des véhicules neufs moins émetteurs. On le sait, on n'y arrivera pas. Donc il y a vraiment un enjeu à un moment donné à regarder aussi le parc, ce qui se fait sur le parc roulant, notamment parce qu'en plus on va avoir la mise en œuvre des zones à faible émission qui va arriver à partir de 2025 dans toutes les agglos, en tout cas les agglos qui seront les plus touchés par la pollution, et c'est les agglos de plus de 150 000 habitants depuis la loi climat. Donc on va avoir aussi cette problématique-là. Donc un intérêt peut-être plus important de la puissance publique à s'intéresser justement au rétrofit et à ce qu'il peut apporter, notamment dans ces agglos-là, et peut-être à proposer de soutenir financièrement ce type de filière. Enfin pour nous, en tout cas, le plan France 2030, ça manque d'initiatives de ce type qui pourrait, parce qu'on sait très bien que c'est une filière qui n'arrive pas à décoller parce qu'il n'y a pas les investissements au démarrage. Elle est toute récente en France. L'arrêté, il date d'il y a moins de 2 ans, qui autorise le rétrofit alors que c'était interdit avant. Et on a un vrai besoin de politique publique de soutien pour le démarrage. Merci Marie. Il nous reste officiellement 50 secondes, même pas, avant le début des questions. Alors peut-être, autour de la table, on a une diversité d'acteurs. On a les ONG, syndicats, constructeurs. Bon, l'État n'est pas là, bon, on ne l'a pas invité. Donc, mais si finalement, en forme de conclusion, si vous aviez peut-être une attente à exprimer à destination de la puissance publique, en 15 secondes chacun, ça serait laquelle? Qui veut commencer? Michel compris. Je pense qu'il y a une chose dans les modalités du transport, parce que là on parle voiture comme si c'était un objet qui était... Enfin, en fait, ce que les gens veulent, c'est pas les voitures, c'est pouvoir se déplacer. Et en particulier, se déplacer de façon individuelle. Et je pense que là-dessus, il y a des changements considérables à faire. Et moi, je voudrais souligner ce que vous avez dit sur les flottes, parce que je pense que travailler sur les véhicules neufs, on travaille sur une marge très mince. Il faut absolument travailler sur les flottes. Donc sur l'usage, sur le rétrofit, sur des choses comme ça, je pense qu'il y a... Et s'il n'y a pas l'équation économique maintenant, il peut y avoir demain. Hein. Une équation économique, ce n'est pas du tout quelque chose de stable. C'est quelque chose... Plutôt que de chercher des aides, il faut plutôt voir comment on peut introduire une dynamique économique qui rende ça rentable. Je ne suis pas du tout convaincu que ça soit impossible. Donc là encore, si j'étais consultant et que je devais travailler là-dessus, j'irais certainement sur ce sujet-là. Une demande à la puissance publique? Eh bien, comme on le disait, qu'il soit le coordinateur de ce réseau d'acteurs divers et variés pour qu'on travaille ensemble, donc les États généraux, et puis aussi qu'il aille au bout quand il met en place effectivement des politiques, des stratégies, qui les conditionnent effectivement pour mesurer effectivement le retour en emploi attendu au départ et qu'il ne fait pas aujourd'hui. Moi, je dirais déjà, on s'intéresse à l'industrie automobile, ce qui est bien, ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Hein. Donc déjà, c'est bien. Mais voilà, aider n'est pas une finalité. Nous, on a été aidés avec la technologie hybride au tout début. On nous a prévenus, on a eu de la visibilité. On nous a dit, voilà, dans 5-6 ans, ça sera terminé. Et on l'a intégré. On a pu ensuite commercialiser ces véhicules, et très bien. Donc il faut de la visibilité, mais ça, on l'a déjà. Un programme bien clair. Et ensuite, des aides pour des technologies émergentes, oui, au début. Mais ensuite, il faut que ce soit vraiment un projet viable. Hein, c'est surtout ça. Marie, pour la Je dernière suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Mais oui, parce qu'on attend, nous, aujourd'hui, du gouvernement, c'est c'est une feuille de route claire. En fait, il y a un contrat de filière qui est en cours de renouvellement avec une feuille de route à 2030. Et nous, on aimerait qu'il y ait une trajectoire très claire de l'industrie automobile pour atteindre les objectifs climat, et ce, dans le cadre d'une transition juste pour les salariés, pour favoriser l'emploi à long terme. Donc, il peut reprendre notre scénario de transition juste.
Merci beaucoup. Et ben ça y est. Merci à tous les quatre. Et puis du coup, c'est le temps des questions. Ah, je vois déjà. Oui, j'ai deux questions. La première, est-ce qu'il est envisagé, et si oui ou sinon, est-ce que vous êtes favorable à une réglementation non pas en émissions à l'échappement, mais en ACV? Enfin, là, je parle des émissions de CO2. Hein. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, est-ce que vous êtes favorable ou défavorable au mécanisme d'ajustement aux frontières qui est discuté actuellement au niveau européen, qui essaye de mettre à parité les industriels qui émettent du CO2 en Europe et ceux qui importent. Est-ce qu'il y avait une personne en particulier, Sophie peut-être Sur votre première question, oui, nous on est favorable à une analyse, à une étude de l'analyse du cycle de vie plutôt que des émissions à l'échappement uniquement, puisqu'on sait qu'il y a des process de production ou d'extraction qui sont polluants, oui, bien sûr. Et puis, ça permettrait aussi peut-être à certains carburants d'avoir la chance d'exister aussi, comme des biocarburants, par exemple, qui sont présents localement. Hein. Donc oui, c'est ce qu'on pousse auprès de l'Europe, oui. Oui. Et sur votre deuxième question, là, on se prononce un petit peu moins, parce qu'on est importateur, donc on laisse ça aux constructeurs français, mais c'est la question que tout le monde se pose, bien sûr. Alors, on m'a soufflé dans l'oreillette qu'on allait prendre des séries de 3 questions. Donc voilà. À toi, Marion. Ouais. Ma première question, elle porte sur les SUV, qui, je crois, représentent une grosse part des ventes aujourd'hui. Donc, je veux bien qu'on s'intéresse au parc, mais dans 10 ans, si on a 1 million de ventes par an, bah, ça fait quand même 10 millions sur le nouveau parc. Et donc, il y a un petit lien avec la question des 1800 kilos pour la taxe sur la masse, parce que c'est quand même c'est 2 tonnes, quoi. C'est pas mal, hein. Ça fait une grosse voiture, donc peut-être qu'il faudrait descendre. Enfin, voilà, votre avis sur cette question, les SUV, la masse, tout ça. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est sur les actionnaires. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Je pense que l'évolution les boîtes automobiles, c'est des grosses boîtes, elles sont cotées en bourse. L'évolution du secteur, forcément liée un peu aussi à la question des rendements entendus par l'actionnariat. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui dit que les bourses ne financent plus les entreprises. En gros, il y a moins d'argent qui rentre auprès des entreprises via la bourse que d'argent qui est racheté de sortie de bourse en fait d'entreprises ou de rachat d'actions par les entreprises elles-mêmes. Donc on finit par se demander finalement à quoi ça sert en fait, si c'est même plus un mode de financement. Donc voilà, c'est le poids des actionnaires finalement sur l'évolution de la filière. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? SUV, poids des actionnaires. Grégory, vous vouliez... On a un modèle qui est celui de grandes marques mondiales qu'on discute aujourd'hui, mais c'est un modèle très récent. Jusqu'aux années 60, il y avait plein de marques qui existaient, qui ont disparu justement en étant absorbées. Est-ce que dans la réflexion qu'on a à avoir, c'est pas aussi une réflexion structurelle? Michel de Virville parlait de nombreux métiers à créer, mais c'est des métiers qui sont presque proches de l'artisanat automobile. C'est des gens qui étaient des carrossiers, qui construisaient des voitures, qui les inventaient. Un monde très très divers. Et est-ce que c'est pas une remise en question du modèle unique de la grande entreprise mondialisée, dont l'objectif est de vendre le plus grand nombre d'exemplaires d'un seul type de voiture, malgré les options? On prend une troisième question et après on se répartit les réponses. Alors, donc citoyenne de la Convention pour le climat. En fait, première chose, c'est, il me semble bien, si je me trompe, qu'on me le dise, à une époque, il y a des sociétés qui n'ont pas hésité de partir de notre pays, n'est-ce pas, pour se faire plus d'argent. Donc, je pense que ce genre de sujet a déjà été posé sur la table. Pourquoi ne pas le faire pour le climat ? Ensuite, comment dire, moi j'ai pas mal d'imagination et en fait déjà je me dis les voitures électriques en ville, peut-être je suis un peu exigeante, mais déjà elles seront trop grandes en fait. On pourrait pas imaginer des voitures qui fassent juste la taille du corps et qu'on vienne récupérer en sortie de ville ou en entrée de ville, quoi. Voilà, et que comme ça, il n'y ait plus de voitures qui aillent dans les villes. Enfin, d'ailleurs, en France, il y a déjà des villes qui ont fait ça. Hein. Montpellier, par exemple, on ne peut pas rentrer dans le centre-ville en voiture, ce que je trouve très bien.
Ça va, vous m'entendez avec le masque? Après, monsieur parlait que les citoyens voulaient être véhiculés de manière individuelle. Alors, pourquoi ne pas, dans les trains, en fait, intégrer des petites voitures, des petits compartiments individuels dans les trains? Ça serait peut-être pas mal. Ce serait peut-être la solution pour contrecarrer un peu tout ça. Enfin, je pense qu'en fait, les solutions, il y en a plein, en fait, qui sont possibles. Et notamment, dans la convention, moi, j'avais proposé un train marchandises voyageurs. Et il y a un vieux qui m'a dit, mais ce que tu proposes, Muriel, c'est ce qui existait déjà avant, en fait. On transportait les marchandises avec les voyageurs. Alors moi, je le concevais autrement, c'est-à-dire qu'il y avait des wagons voyageurs, wagons marchandises, avec un double quai, et avec un quai qui récupère les marchandises d'un côté, et de l'autre côté, les voyageurs qui grimpent dans le train, quoi. Voilà. Donc ça n'a pas été gardé parce que les citoyens avaient peur en fait, du temps que ça allait faire perdre sur le train. Sauf qu'en fait, un matériel est plus rapide qu'un voyageur. Voilà. Parce que si on le transpose avant que le train n'arrive, les portes s'ouvrent, les conteneurs viennent dans le train et hop, on ferme les portes et c'est terminé en 2 temps, 3 mouvements, c'est réglé, quoi. Donc évidemment, ça demande beaucoup de technologie. Voilà. Mais bon, après, je pense qu'il y a plein de possibilités, que ce soit au niveau de la voiture ou au niveau du train. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, moi, je m'agace un peu parce que je me dis, on tourne en rond et on fait des petits pas. Et en fait, il faudrait aller plus vite parce que je crois qu'il y a un problème aussi de ressources. Il y a de la pénurie de ressources. Et je crois que les voitures neuves, en fait, je ne sais pas où ça en est par rapport au recyclage. Mais c'est quelque chose, je crois que voilà, enfin, faut arrêter de creuser dans le sol, quoi. Faut en laisser pour après. Je suis désolé, je vous coupe, ça fait trois sujets dans la question aussi. Donc, alors on a le poids, on a le financement, on a le business model des constructeurs mondiaux, on a le champ des possibles technologiques qui n'est pas forcément fermé. Michel, vous vouliez réagir à la question du poids notamment? Je voulais réagir à la question du poids parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure parce que je voulais pas être trop long, mais c'est une autre déception de la négociation que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas du tout touché la question du poids. On n'a pas touché la question du poids parce que à court terme, encore une fois à court terme, c'est quelques années, à court terme, il y avait une telle contradiction entre les intérêts des constructeurs allemands et des constructeurs français qu'il était absolument impossible de trouver une solution qui ne soit pas une solution de conflit ouvert. Or, évidemment, enfin, je pense que même parmi vous, ceux qui sont les moins orientés techniques, tout le monde voit bien que le poids d'un véhicule, ça a un effet déterminant sur ses émissions. C'est-à-dire, une voiture qui pèse 2 fois plus lourd, elle émet beaucoup plus. Pas forcément 2 fois, mais elle émet beaucoup plus. Et quand on voit circuler d'énormes voitures dans le centre de Paris, on se dit qu'il y a quand même des problèmes qui n'ont pas été traités, quoi. Bon, si on raisonne à moyen long terme, c'est évident que le poids est un élément décisif. L'allègement des véhicules entraînant des problèmes techniques et des problèmes de matériaux qui sont des problèmes difficiles à résoudre. Mais c'est évident que c'est une clé du système, et quand on parle de sobriété, c'est une chose. Sur les modalités, c'est ça que je visais. Alors, ce que je pense plus raisonnable, c'est plutôt que d'avoir des trains avec des petits compartiments séparés, je pense plutôt qu'on verra des voitures s'enchaîner sur les autoroutes, avec des systèmes de guidage donc elles se mettront ensemble, et donc ça permettra d'avoir des déplacements qui sont des déplacements individuels et en même temps des déplacements collectifs sur des distances plus grandes. Ça, c'est pas du tout techniquement inimaginable, hein. Et évidemment, il y a des tas de gens qui ont dépensé des trésors d'imagination sur le sujet. Sur l'ensemble des questions? Oui, peut-être. Bon, comme vous le disiez, sur le poids, alors la première année arrive là, le 1er janvier. Donc il y a un curseur qui va être, on le suppose, de plus en plus durci. Hein? Donc on nous a dit qu'on baisserait justement cette masse. Aujourd'hui c'est 1800 pour enrayer ce déploiement de SUV. Donc
on pourra suivre et on pourra agir, vous pourrez agir. Maintenant, sur les SUV, pourquoi des SUV? Parce que ça rapporte, parce que les gens veulent des SUV. C'est ça aussi la difficulté. Heureusement, malheureusement. Et que les constructeurs gagnent plus d'argent sur des véhicules plus imposants que sur des petits véhicules. À Valenciennes, on fait Yaris, mais on fait aussi un Yaris Cross, qui est un petit SUV. Donc bien sûr qu'on a passé les messages, mais aujourd'hui, il y va de notre survie aussi, il faut que le véhicule trouve preneur. Je pense que d'ici quelques années, là, on le sait, on l'entend, dans les plans à venir, 4-5 ans, dans des prochains modèles, les constructeurs vont proposer d'autres solutions, en effet. Là, je pense qu'on est à la fin de ces stratégies d'avant changement de paradigme. Voilà. Pour répondre ensuite à votre question sur les actionnaires, nous, on est seul. On n'a pas de partenaire. Toyota, c'est une entreprise avec Hino qui fait des camions, Daihatsu des petits véhicules. Et voilà. On va avancer maintenant avec des partenariats sur des sujets de mobilité que l'on ne maîtrise pas, nous. On va devenir vendeur de piles à combustible de réservoirs d'hydrogène, mais que l'on revendra à des entités, à des sociétés qui seront partenaires avec nous, comme Energy Observer sur les bateaux moins émetteurs, comme avec une société de train, par exemple. Mais maintenant, sur le capital lui-même, nous, on est très frugal. On n'est pas connu pour avoir des dépenses somptuaires. On est surtout producteur aujourd'hui, donc on n'est peut-être pas la meilleure entreprise pour pouvoir vous répondre, certainement. Oui, effectivement, sur les SUV, pour compléter, je suis d'accord, il y a un côté schizophrénique du consommateur qui à la fois est conscient qu'il y a des problèmes d'environnement, mais en tout cas en France, continue effectivement à penser mon véhicule qui peut tout faire, y compris aller en vacances, y compris et donc je roule avec un gros véhicule où la plupart du temps je suis tout seul. Là encore, on se rend compte que ça s'équilibre pas tout seul. Peut-être que c'est pas ce que les pouvoirs publics peuvent inciter, que ça peut changer les comportements. C'est dommage, mais c'est ainsi. Concernant les actionnaires, c'est intéressant la question. Ce que je constate, pour l'avoir vécu aussi, j'étais à un moment au conseil d'administration du groupe Renault, c'est que maintenant on voit les mentalités changer, à la fois la loi Pacte a aidé en disant la responsabilité sociale de l'entreprise. L'objet de l'entreprise, c'est pas seulement faire du profit, mais c'est aussi prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux. Donc ça s'impose aux entreprises. Et on se rend compte qu'au-delà de ça, la conscience environnementale, la transition climatique, fait que maintenant les investisseurs demandent aux entreprises, demandent à Renault son comportement en termes de responsabilité sociale. Et donc, quelque part, même les gens qui investissent aujourd'hui demandent des comptes. Et ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a un changement de manière de penser, et ça rejoint la question de la raison d'être. C'est pas anodin que Renault a décidé aussi, la loi lui permettait, mais il ne l'a pas intégré dans ses statuts, mais je vois qu'il n'y a pas que Renault, plein d'entreprises aujourd'hui intègrent leur raison d'être, le font voter à l'Assemblée générale, et ça devient quelque chose d'intéressant parce que ça rejoint la question segment B en France, etc. C'est-à-dire que l'entreprise ne raisonne plus seulement en termes de marge, mais bien en termes de impact global et pérennité. Quelque part, mon image, ma pérennité, est-ce que dans le temps, ce que je produis, ce que je fais, conditionne le fait que j'existerai encore dans 15, 20 ou 30 ans. Et ça, c'est fondamental. Le business model, la production de masse, est-ce que ça... Oui, on voit bien que tout ce qui est déconstruction, ce qui est rétrofit, ça devient quelque chose de plus artisanal. C'est plus une chaîne, effectivement... Maintenant, je ne crois pas encore aujourd'hui, si on doit faire des gros volumes, des gros volumes de production, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace aujourd'hui en termes de limiter le coût et donc quelque part rendre un objet abordable aux consommateurs. Bon, maintenant, effectivement, est-ce que demain on est capable de faire 2 millions de véhicules sur des sites localisés? Aujourd'hui, ça ne me semble pas encore compatible. Mais bon, c'est un regard perso. L'histoire des trains, effectivement, de manière générale, la question qui peut se poser sur le véhicule électrique, est-ce qu'on pourrait découpler l'usage 80% ou 90% des usages d'un véhicule électrique, c'est des
courts trajets, c'est pour faire domicile-travail ou domicile-consommation. Bon. Et donc, sur des petites distances. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir un véhicule qui transporte 6 personnes. Mais effectivement, quand les gens pensent monovéhicule, après, ils ont besoin d'aller en vacances. La question du véhicule sur le train, ça existait à une époque, hein. Enfin, il n'y a pas si longtemps, ça marchait pas bien parce qu'il y avait un découplage, le problème du temps, de la dispo. Mon véhicule, je dois le déposer à l'avance parce qu'il y a des plateformes logistiques qui font que mon véhicule, il bouge d'un train à l'autre, et puis il faut que je le retrouve le jour où j'arrive. Donc pendant 3 jours, j'ai pas de véhicule. Donc c'est tout ça qu'il faut arriver à optimiser, mais je pense que ça, c'est aux acteurs de réfléchir pour faire en sorte. Ça serait une solution pour éviter d'avoir besoin de bornes de recharge sur l'ensemble du trajet, par exemple, effectivement. Merci. Marie, sur toutes ces questions? Oui, alors moi je vais peut-être réagir sur le poids quand même, parce que effectivement il a été souligné que le seuil de 1800 kg est assez élevé, hein, on est presque à 2 tonnes, comme ça a été dit. Donc c'est pour ça que les ONG en avaient recommandé que ce soit à partir de 1300 kg, qui est le poids moyen, et effectivement ça n'a pas été accepté. Après, ce malus, il faut qu'il soit différencié entre les véhicules thermiques et les véhicules électriques. Ça c'est important, puisque effectivement les véhicules électriques ont un surpoids. Donc nous on avait insisté sur le fait que si on met un malus au poids, il faut que le seuil pour les véhicules électriques puisse commencer à 1700 kg au moins les premières années pour pas empêcher le déploiement des véhicules électriques. Dans ce cas-là, ça n'aurait pas d'intérêt. Alors on a ça aujourd'hui à 1800 kg, ça va toucher effectivement quelques pourcentages des véhicules vendus. Alors effectivement, cette trajectoire a la vocation à évoluer et peut-être du coup le seuil de référence a baissé. Il y a quand même de remarques là-dessus. Alors il avait été proposé notamment par France Stratégie d'avoir aussi un bonus pour les véhicules les plus légers, ce qui peut devenir aussi intéressant. Et autre chose, ça marchera en France si on arrive à avoir une évolution de la réglementation européenne et de mettre fin à la règle qui donne un avantage aux flottes les plus lourdes. Enfin, là, il y a quand même une aberration de la règle européenne qu'il faut arriver à lever, et ce sera un des sujets dans la négociation européenne à venir sur l'évolution des standards CO2. Mais c'est absolument pas gagné, mais c'est vrai que non, ça va être extrêmement compliqué, mais c'est vrai que c'est ça aussi, et je reviens à ce qu'était la question de tout à l'heure, est-ce qu'on arrivera à avoir de nouveau des petits modèles demain produits en France? Typiquement, ce type de réglementation, si on arrivait à faire sauter ça faciliterait évidemment le fait de pouvoir produire demain des petits véhicules en France. Ça, je crois que ça, c'est vraiment important, et en plus, c'est très lié aux questions qui ont été soulevées sur les ressources. Et donc, j'ai une dernière remarque là-dessus. On a le problème du CO2, on a le problème des ressources. Donc le poids est absolument crucial. Mais de ce point de vue-là, on a besoin de réguler. Il y a eu un gros débat sur la pub sur les SUV et il n'y a rien qui a été fait. Donc on a aussi là des leviers pour réguler, parce que si les gens achètent et si le SUV est désirable, c'est aussi parce qu'on a des pubs partout. Et je pense ça, on peut pas éviter de le dire. Si on avait des super publicités pour des véhicules plus petits, plus sobres, plus adaptés, c'est sûr que ça marcherait beaucoup mieux. Donc le marketing est un formidable outil. Moi, j'y crois beaucoup. Il faut le mettre au service de la transition. Je crois qu'on a le temps peut-être pour une ou deux dernières questions. Oui, j'étais intéressé par la question du rétrofit et des difficultés de la filière. Et j'ai tout de suite pensé à ce qui se passe pour les épaves thermiques. Il y a des subventions pour des aides pour la transformation. Elles sont malheureusement très mal gérées. Les certificats d'économie d'énergie, ce n'est pas une réussite. Mais ça pourrait se transposer au cas du rétrofit des véhicules dans des conditions plus favorables. Je voudrais un peu élargir mon propos, c'est que tout de suite, il y aura une difficulté si on voulait par exemple financer du rétrofit avec de la taxe carbone, qui est très impopulaire en ce moment. Quelle est la raison de cette impopularité? C'est que la règle budgétaire en France, c'est qu'une taxe, ça n'est pas affecté. On ne préempte pas le droit du Parlement d'utiliser les ressources. Or là, la taxe carbone, elle pourrait servir en étant affectée à ceux qui sont loin des transports en commun et proches du seuil de pauvreté, et qui justement sont les premiers intéressés par le rétrofit. Merci de m'avoir écouté. Merci. Oui, bonjour, Loïs Mallet de l'Institut Momentum. Moi, j'ai une question vis-à-vis de l'avenir du secteur de l'automobile. Dans ce dont on parle, vous envisagez plutôt une baisse de la production éventuelle d'ici 2030-2050, donc de l'ordre de quelques 10%, maximum 20%.
Est-ce que vous prenez en compte dans vos projections et donc dans votre stratégie la possibilité que l'automobile devienne un secteur restreint aux usages essentiels de l'automobile, c'est-à-dire par exemple aux véhicules prioritaires ou à quelques flottes de véhicules dans les villes ou dans les campagnes? Et dans ce cas-là, est-ce que l'entreprise que vous représentez, ou en tout cas le secteur sur lequel vous travaillez, envisage une diversification des activités liées au transport? Tout à l'heure, Madame évoquait le ferroviaire. Mais il y a aussi, par exemple, le vélo. On sait que Peugeot a été une entreprise productrice de vélos dans le passé, mais par ailleurs aussi des véhicules extrêmement légers qui seront difficilement appelés des voitures, mais qui pourraient être des véhicules carrossés à vélo, par exemple, qui commencent à émerger en France un petit peu. Donc voilà, j'aimerais avoir votre analyse sur cette question-là. Est-ce que ça fait partie de votre plan, de votre avenir? Et surtout, je pense que ça devrait l'être parce que il y a quand même, on a parlé des centaines de milliers d'emplois dans votre secteur. Et en cas d'une diminution rapide du secteur automobile, ces emplois, malheureusement, ça présage des catastrophes sociales. Voilà, je vous remercie. Alors, sur la diversification des productions. Sur la diversification de la production, le fait d'aller sur des véhicules qui soient entre la voiture et le vélo, oui, là, il y a un gros champ d'innovation et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui très peu de choses qui se font. C'est vrai qu'en tout cas, nous, on aimerait bien que ça puisse se développer. Juste une remarque sur la baisse du parc. Dans les scénarios ADM, Négawatt et dans notre scénario de transition juste, on est sur une baisse du parc de plus de 10%. Hein. On est sur une baisse du parc de 30%. À terme, du parc roulant. On est sur 30% de baisse. Donc c'est un peu plus significatif. Sur la diversification des usages, des services, je dirais, nous, en tant que CFDT, on est observateur effectivement de ce qui transparaît, mais il est clair que, comme je le disais tout à l'heure, les constructeurs voient bien que demain, s'ils ne font rien, le véhicule, ce sera comme le smartphone. C'est-à-dire finalement, aujourd'hui, un fournisseur de téléphone, le téléphone n'est qu'un moyen, mais c'est pas là-dessus qui fait sa marche, c'est surtout le reste. Donc là, demain, si les constructeurs ne gardent pas la main dessus sur cette valeur ajoutée qui se chiffre en des dizaines de milliards d'euros, il y a plein d'études qui le font converger. S'ils ne gardent pas la main pour être non plus des simples fabricants intermédiaires de quelqu'un qui profite du service, ça va être compliqué pour l'emploi en France parce que là-dedans on voit des GAFA arriver sans problème. Donc effectivement, ça se joue à la fois sur le produit automobile, c'est pour ça que par exemple aujourd'hui les constructeurs pensent sur les véhicules taxis, les véhicules qui sont aujourd'hui dans les villes là dont on peut accéder, et donc il faut penser ces véhicules autrement pour qu'ils soient effectivement accessibles différemment, qu'ils soient adaptés aux besoins des gens qui sont plus les mêmes. C'est plus c'est pas un client unique, c'est des clients multiples le même jour. Mais c'est aussi penser, quoi qu'il arrive, la question il faudra poser la question aussi aux citoyens. Lui, il veut, comment on fait concilier la liberté de mobilité, qui est vraiment dont l'automobile a été l'aboutissement, avec donc le fait de pouvoir dire dès que je veux aller d'un point A à un point B, j'ai une réponse sans avoir besoin d'attendre presque, et concilier ça avec de l'intermodularité, par exemple, effectivement, concilier ça avec d'autres solutions de transport. Et puis donc des services, comme je disais, véhicules connectés de demain, c'est pas seulement le produit véhicule, c'est j'ai des services quand je suis dans mon véhicule, soit d'accès à l'information, soit de sécurité accrue, soit de pouvoir anticiper les problèmes de bouchons et autres et pouvoir optimiser mon trajet. C'est savoir où il y a des bornes de recharge qui sont accessibles et libres au moment où j'en ai besoin. Tout ça, c'est certains services qu'on pourra vendre, qui pourront être vendus par les constructeurs et qui vont créer des emplois, mais des emplois différents. Par contre, effectivement, ça pose la question aussi on parlait de l'ouvrier tout à l'heure. Quelle est la place de l'ouvrier là-dedans? C'est pas clair. Oui, merci pour cette question, parce que c'est vrai que c'est essentiel. On travaille, comme on le disait, sur des
des objectifs 10, 20, 30, 40 ans. Et ça en fait partie. On voit bien que la consommation autour de l'automobile change et les nouvelles générations le montrent. En revanche, il faudra toujours des véhicules sûrs. Un véhicule, dans le parallèle avec un smartphone, faut que votre véhicule, le véhicule qui transporte vos enfants, soit toujours sûr. Ça, c'est ce qu'on demandera toujours et ce qu'on exigera toujours. Ensuite, les véhicules connectés, les véhicules partagés, tous ces différents usages de l'automobile, bien sûr, il faut y penser et on y travaille. À ce jour, il n'y a aucun ou très peu de schémas d'autopartage qui soient bénéficiaires. C'est un petit peu ça la difficulté. On a fait des expérimentations sur des 2 roues électriques à Grenoble avec des technologies vraiment d'avant-garde. On voit que ça intéresse encore peu de personnes, donc il nous faut vraiment de la masse. Pour ça, on se fixe des objectifs. On est partenaire des Jeux Olympiques de Paris, Olympiques et Paralympiques. On va là développer, si on le peut, toute une série de solutions avec des petits véhicules pour personnes à mobilité restreinte, des véhicules entre le vélo en effet ou le vélo cargo, la voiture. Donc là, ça nous permet là de tester des solutions et voir comment les personnes réagissent en fait, tout simplement, puisqu'il nous faut bâtir aussi après un modèle économique. Et le modèle économique, c'est vrai qu'il se situe dans les prochaines années sur ces nouveaux métiers qu'on ne connaît pas encore, et ces nouveaux usages, mais sur les datas, bien sûr. Et là, grand point d'interrogation, est-ce que ça va venir compléter et être suffisant pour notre feuille de route ou pas? On verra, mais en tout cas, il faudra toujours produire on l'espère, des voitures pour ces types de déplacements dans tous les cas. Donc on a cette double contrainte de grande qualité, de fiabilité, évidemment, et puis d'audace, comme je le disais, et penser aussi à de nouvelles technologies en écoutant tout le monde, les associations et les nouvelles générations, bien sûr. Et Marie, sur la première question, celle du rétrofit, et si un élément de réponse sur pas de taxe carbone, ouvrir la discussion à 10 minutes de la fin, ça serait un peu rude, mais sur les leviers quand même pour inciter massivement au changement de pratique, rétrofit et changement de pratique, le tout en 1 minute 30. Inciter au rétrofit. Qu'est-ce qui manque au rétrofit pour s'envoler et puis Aujourd'hui, ce qui manque au rétrofit, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est une filière qui est vraiment naissante en France parce que ça a été interdit. Et donc, c'est vraiment autorisé que depuis très récemment. Avant, il fallait l'autorisation du constructeur pour pouvoir rétrofiter votre véhicule. Donc ça, c'est très récent. Ce qui manque à cette filière aujourd'hui, c'est des investissements de départ pour lancer la filière, en fait. C'est vraiment pour qu'après, la filière puisse trouver son modèle économique qu'aujourd'hui, elle n'a pas forcément. Donc, on a besoin de ça. La difficulté avec le rétrofit, c'est que c'est pas une activité qu'on peut envisager sur même 70 ans, parce qu'en fait, on va convertir les véhicules thermiques qui, au bout d'un moment, ne seront plus produits, donc qui vont disparaître d'ici quelques décennies. Donc, c'est une activité qui a une durée courte dans le temps, qui a un vrai intérêt sur les 10-15 prochaines années, parce qu'on va avoir la mise en place de ZNFE et qu'on a besoin d'accélérer la conversion du parc. Donc, il y a un vrai intérêt, il y a une vraie importance pour que la puissance publique s'implique et investisse là-dedans. Et juste une remarque, on pourrait imaginer qu'on pourrait rétrofiter les véhicules qui partent à la casse, mais en fait, moi, à ma connaissance, ça n'est pas possible, et c'est ce qu'ont dit les associations de rétrofiteurs. En fait, tout simplement parce que ceux qui partent à la casse, ils ont 15 ans, ils sont trop vieux, et pour des questions techniques, on ne peut pas les rétrofiter. On rétrofite plutôt des véhicules je parle sous votre contrôle, 5-10 ans d'ancienneté. À partir de 5 ans jusqu'à 10 ans, mais au-delà de 15 ans, c'est compliqué, ils ne sont pas faits pour. Les véhicules à casse posent un autre problème, mais c'est un autre débat. Merci Marie, merci à tous les 4 pour ce moment, merci beaucoup. On va improviser pendant quelques minutes cette conclusion. Donc, d'abord, merci beaucoup, parce que je pense que c'était très agréable d'être invité ici et de faire ce colloque ici dans des conditions qui sont assez incroyables en termes de profondeur historique du lieu et de qualité à la fois des salles et puis
C'était sympa ce moment convivial entre midi et deux. Merci beaucoup aux organisateurs parce que je trouvais que c'était bien d'avoir le temps d'écouter chacune des sessions. Je pense que le rythme était bon et on a eu le temps de discuter après au moment de la pause. Cela étant, je vais évidemment pas être capable du tout de faire la moindre synthèse. Donc, et d'ailleurs, je pense à aucun intérêt. Pour être clair, chacun aura son, comment on appelle ça, son takeaway. Moi, il y a quelques trucs qui m'ont marqué. Bon, d'abord, ce qui était bien, c'est qu'en prenant le temps, on s'aperçoit que le sujet est quand même un peu compliqué. Cette affaire de réindustrialisation verte, c'est vraiment passionnant, mais on voit bien que ça ne va pas se faire comme ça. Et donc, ça donne envie de considérer que toutes ces questions-là, c'est des questions sérieuses, solides, qui nécessitent un peu mieux que des invectives. Bon, je vais pas... qui peuvent parfois dénaturer le sujet. J'ai bien aimé, moi, le rappel de ce matin, les deux rappels d'introduction, je les synthétise complètement de ce que moi j'ai retenu beaucoup. Il y a des choses qui se font. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a un rapport du GIEC, pourquoi on ne fait rien, tout le monde interprète la dureté du diagnostic comme étant on ne fait rien, on ne bouge pas, et donc c'est la fin du monde demain. Corinne Lecquerry, ce matin, elle nous a quand même bien rappelé que ce n'est pas exactement ça la situation. C'est un tout petit peu plus nuancé, je pense qu'elle a eu raison. Alors certains ont dit, ouais, le découplage, il est beaucoup plus difficile qu'elle ne le dit, mais enfin, quand même, elle a raison de rappeler qu'on ne fait pas rien et que le sujet n'est pas de passer de l'inaction à l'action, le sujet est d'accélérer. Hein, pour la lutte contre le changement climatique, je pense qu'elle a eu bien raison de redire ça. Et l'autre point qui est un peu en contrepoint, c'est qu'on voit tous très très bien la contradiction des temporalités. C'est-à-dire que c'est complètement clair qu'on est sur un sujet où la décennie qui vient est absolument cruciale pour tenir, si possible, les fameux 2 degrés de l'accord de Paris. Et que c'est difficile puisqu'il faut vraiment passer la seconde, la troisième, la quatrième assez rapidement avec des enjeux sociaux, économiques et culturels qui sont simultanés, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs, là aussi, je suis bien content qu'on fasse ça avec vous parce que ces multiplicité de dimensions sont bien prises en considération dans les travaux de la chaire. J'ai bien aimé aussi le rappel qui était bienvenu sur la fiabilité des données, des concepts. Faisons bien attention quand on travaille et qu'on réfléchit sur tous ces sujets-là, à savoir de quoi on parle et ne pas se tromper de termes et de vocabulaire. J'ai aussi apprécié le fait d'avoir des dimensions un peu plus conceptuelles le matin et puis les 2 cas textiles et automobiles cet après-midi. Un des trucs qui m'a fait un peu marrer, un peu réfléchir, c'est l'histoire de la pub, parce qu'en fait on en a parlé 2 fois. On a dit que l'industrie de la mode pouvait avoir une responsabilité positive si elle cessait de valoriser des trucs très fancy et qu'elle valorisait que le nouveau fancy puisse être sobre, réparable, de long terme, durable, made in des matériaux très écologiques. Et puis on a eu le même débat, enfin la même incise dans l'histoire de l'automobile. Alors dans les 2 cas, on est dans des vœux pieux, me semble-t-il, hein, parce que c'est pas quand même demain matin que les grands constructeurs automobiles vont faire. Marie, je suis désolé. Hein, bon, quant au gros, très très gros de l'industrie textile, j'espère qu'ils vont bouger, mais ça m'a pas l'air d'être le cas encore tout à fait. 2 dernières remarques, et puis après je te laisse la parole. On a bien senti toute la journée le fait que chacun a sa part. Hein. Donc le cas du textile, on voit bien que quand il y a un entrepreneur qui a envie de faire bouger les lignes, bah, il peut faire des choses. On a bien vu que les constructeurs ont leur part. Ils ne l'ont pas toujours fait d'ailleurs. Là, je suis désolé d'être un peu dur avec l'industrie automobile, mais ils ont quand même parfois été un peu lestes dans leurs décisions. Le consommateur a évidemment sa part, il a du pouvoir d'achat, donc il a du pouvoir d'influence, et les intellectuels, la vision peut les influencer aussi. Et les pouvoirs publics ont leur
part, évidemment, même s'il a été un peu dit qu'ils ils arrivent toujours après la bataille, je ne suis pas complètement sûr que ce soit vrai, parce que dans l'histoire de l'industrie automobile, les pouvoirs publics ont quand même eu un rôle non négligeable, même si ils ont raté 2-3 trucs. Ils ont quand même fait bouger quelques lignes de manière assez évidente. J'ai bien aimé, après, d'entendre quelques mots, sobriété, territoire, dialogue, solidarité, coopération, économie circulaire. On sent bien que on est en train de construire en marchant de nouvelles conceptions de la vie en société. C'est quand même bien ça l'enjeu de cette transition. Et que ce qui est super dur, à cause de la temporalité, à cause du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est de construire l'histoire, de construire les concepts, de la raconter et de donner envie. On a tous à peu près compris que si on n'avait pas ce désir d'aller vers un monde plus sobre et plus bas carbone et moins consommateur de ressources, ça marcherait pas. Et que c'est compliqué à faire dans un univers mondialisé. Donc je trouve que l'articulation de la transition et des territoires et donc de la relocalisation permet justement de redescendre sur Terre et de quitter la stratosphère des grands concepts pour voir qu'on est en train de parler de choses qui s'ancrent dans les réalités concrètes et sociales. Voilà grosso modo ce que j'ai noté comme petit point dans cette journée qui, moi, m'a vraiment intéressé, mais je ne veux pas en dire plus parce qu'il est déjà un peu tard. Grégory, je te laisse la parole. Et en tout cas, merci à nous beaucoup. Merci Alain de nous avoir fait confiance pour co-organiser ça, parce que c'était pas évident de dire c'est intéressant de discuter avec des historiens, des théologiens, des anthropologues, qu'est-ce qu'ils connaissent précisément à la voiture, au textile. Et justement, c'est ce dialogue qui a bien marché. Et d'ailleurs, on a pris beaucoup de temps pour préparer aussi cet événement. Et c'était vraiment intéressant dans la discussion. Et moi, aujourd'hui, je suis très content et j'ai aussi envie de continuer les discussions qui étaient ouvertes, parce qu'en fait, on a ouvert beaucoup de choses, mais finalement, ça demande maintenant de les approfondir. Et ce que je dis, c'est pas gratuit. Il faut bien voir que les disciplines que je mentionne, arrivent souvent après coup, ou ne sont pas convoqués dans la discussion. Sinon, quand il s'agit de penser l'acceptabilité ou de comprendre éventuellement pourquoi quelque chose n'a pas marché ou de faire de la pédagogie. Mais fondamentalement, on est à un moment où il y a besoin d'un rapprochement et de lieux où on puisse dialoguer. Il n'y a pas de raison qu'un constructeur automobile ne puisse pas discuter avec un théologien ou un anthropologue, qu'une ONG ne puisse pas se discuter avec quelqu'un de tout à fait différent. Et justement, dans ce nombre de questions qu'on a eues, il y a des questions qui sont à la fois très pratiques et théoriques fondamentales. Par exemple, la question de la responsabilité. Je pense que c'est un des résultats de la fin de cette journée, c'est d'avoir amené à repenser la responsabilité par rapport à une question de départ qui était, il y a ce qui vient de l'extérieur et puis ce qu'il y a ici. Si c'est ici, c'est bien, parce que c'est ici, c'est en France. Ça vient de l'extérieur, c'est moins bien. Eh bien, en fait, on a brouillé les lignes. Mais ça demande aussi un travail conceptuel fondamental. La responsabilité, étymologiquement, c'est le responsor. C'est le responsor, c'est celui qui se porte garant d'eux. C'est pas celui qui est coupable. C'est pas celui qui est désigné comme le coupable et qui doit prendre sur lui toute la faute. Puisqu'effectivement, en réalité, la faute, la responsabilité est très diffuse et partagée. Et c'est bien quelque chose que l'on a vu. Donc je crois c'est vraiment un des enjeux de la transformation, c'est de multiplier ces lieux et ces moments de dialogue. Il faut penser que la force de ce qu'on est en train de critiquer aujourd'hui, c'est que ça a créé des imaginaires, du désir, des grands récits, mais qui ne sont pas sortis simplement des usines, qui sont sortis de tout un tas de choses, de la pensée, de l'art, de dimensions culturelles. Et si on veut changer de civilisation, eh bien, il faut vraiment recréer tout ceci. Dans un pays qui, je le rappelle, a la particularité, on est le seul pays au monde à séparer
l'endroit où on forme les élites, les grandes écoles, l'endroit où on fait l'essentiel de la recherche, pas toutes, mais les universités. Hein. Et c'est aussi un des éléments du blocage. Hein. Ça donne des sciences sociales qui peuvent s'enfermer dans leur posture critique, sans mettre les mains dans le cambouis. Et puis, ça peut donner des élites qui ne sont pas forcément nourries de ce qui se passe dans d'autres endroits. Et le dialogue aujourd'hui ça a montré que ça marchait très bien et qu'il faut travailler ensemble sur la façon dont on définit et dont on code les problèmes, dont on les définit, et finalement dès le départ. Bon, c'est sûr, je reviendrai de trois petites choses moi, qui m'ont beaucoup intéressé. Hein. C'est que d'abord la première chose par rapport à ce cadrage qui était émission importée, émission territoriale, qu'on voulait apporter dans le débat parce que justement les émissions importées sont très peu prises en compte et on a vu que ça amenait à bouger les lignes. Et bien finalement on a pris ceci en compte, mais en même temps on s'est pas enfermé dans une posture simpliste qui est celle de la question des frontières, mais on a commencé à poser la question des territoires. Et je pense que le véritable point faible, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dessiner le territoire français que l'on voudrait. C'est-à-dire et les territoires français que l'on voudrait, la façon dont ils s'emboîtent les uns dans les autres, la façon dont ils communiquent, ce qu'on appelle l'articulation des différentes échelles du territoire. Et ça, je pense qu'on est tout à fait incapable de le faire. On a vu la tension aussi entre l'Europe et la France. Or, il faut se rappeler que dans la construction de la démocratie représentative s'est construite sur ce qu'on appelle les institutions de la généralité, c'est-à-dire des outils qui permettent d'articuler les échelles territoriales. Il se trouve d'ailleurs en France, dans les institutions de la généralité, il y a par exemple les services publics. S'il n'y avait pas une telle désaffection, un tel recul des services publics, peut-être que les gens auraient besoin de faire moins de kilomètres et de prendre moins leur voiture pour aller acheter du pain, aller poster une lettre. Et donc c'est une question fondamentale, quel territoire on veut ? Et si on est capable de dessiner le territoire où on veut vivre, dans ces différentes articulations d'échelle, je pense qu'on sera mieux capable de répondre à un certain nombre de questions. Le deuxième point, c'est le temps. Le temps, c'est revenu en filigrane, le rétrofit, le temps du débat public qui est très court et qui caricature en complexité, la question du court terme déconnecté de la pensée du futur. Eh bien là aussi, c'est-à-dire est-ce que le débat il doit porter sur les mesures à prendre ou est-ce qu'il doit porter sur des outils, des opérateurs qui permettent d'articuler ces différentes temporalités? Pas simplement de penser un temps long, c'est souvent un argument que l'on entend, mais d'être capable d'éviter que ces temps soient désarticulés et discordants. Puisque la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que d'un point de vue écologique, les temps sont tous reliés les uns les autres, s'entrechoquent les uns les autres. Les temps de la nature sont plus simplement du temps long. Ils sont rentrés dans l'histoire humaine, même à l'échelle de nos vies. C'est quelque chose qui est rentré dans nos vies. Mais en même temps, nos outils continuent à séparer les différentes échelles de temps. Et c'est une question à la fois pratique, philosophique, et il faut absolument se la poser. Enfin, un dernier élément, on pourrait dire, eh bien aujourd'hui on n'a parlé que de la France, donc on n'a pas pensé, on a évacué la plus grande partie du problème. En fait, on n'a pas arrêté de parler de globalisation, de mondialisation, de multilatéralisme, de libre-échange, etc. Et justement, je crois que maintenant qu'on a fait ce recentrage en pensant, en questionnant cet objet ou cet être ou ce territoire complexe, multiforme, ça permet de mieux repenser le rapport au reste du monde. Puisque finalement, une des questions qui se pose, c'est que cette transformation que l'on a critiquée aujourd'hui, c'est ce qui a permis la sortie de la pauvreté d'une partie de l'humanité. Je rappelle les chiffres. En 1985, la classe moyenne, c'était 1 milliard d'individus. En 2016, c'était 2 milliards. En 2021, 4 milliards. Et on prévoyait en 2028, 5 milliards d'individus. Et c'est ça le moteur, en fait, aujourd'hui. Et donc, l'enjeu, c'est de repenser une sorte de cosmopolitisme ou d'universalisme, je ne sais pas, mais de le repenser à partir
des différents acteurs situés. Et comme historien, je ne vois pas d'autre manière de poser les questions que d'articuler des concepts généraux avec une pensée qui soit située dans des lieux, dans des territoires, avec différentes temporalités, avec des acteurs, avec une matérialité. Et c'est justement quelque chose que j'espère qu'on va continuer à faire. Et on pourrait dire aussi, et je m'arrêterai là, on n'a pas arrêté de parler de l'État aujourd'hui. L'État était absent. Il n'y avait pas de représentants sur la scène. Mais justement, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un élément intéressant, c'est-à-dire sortir d'un cadre qui est celui de l'accusation, de la responsabilité, et penser finalement repenser, et puis après se tourner vers ce que l'on peut attendre et ce qu'on peut faire comme type de proposition. Mais il y avait cette sorte de fantôme qui était là, toujours là, et nommé, mais n'intervenant jamais. Et finalement, ça peut être libérer les discussions en disant, d'abord, en mettant la question, je ne sais pas ce que tu en penses. Je crois que c'était un peu le but, hein. Donc on est bien d'accord. Je crois que j'ai oublié de remercier l'ensemble des intervenants, puisque j'ai remercié les organisateurs, mais il y a beaucoup de personnes à remercier. Je pense qu'à moins qu'Amandine ne soit pas d'accord, on peut dire que c'est la conclusion. C'est la conclusion. Bon, écoutez, bonne soirée, merci encore d'être venu, et à une prochaine.